Bonsoir à vous à la maison. Merci d'être avec nous pour cette deuxième édition de cette soirée d'information et de sensibilisation à la reconstruction mammaire suite à un cancer du sein ou encore en raison d'une mastectomie préventive. Je me présente Marie-Pierre Cornelier et je serai votre animatrice pour la soirée. Et en mon nom et au nom de tout le comité organisateur, on vous dit merci. Merci d'être avec nous encore une fois cette année à la maison et je tiens à dire merci à tous ceux et celles qui sont avec nous en présentiel. Ça fait chaud au cœur de se voir enfin en personne. L'an dernier, c'était 100% virtuel. Cette année, on vous revient avec un mode hybride. Il y a une trentaine de personnes avec nous en direct de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, je vous le disais d'emblée, il s'agit d'une deuxième édition qui, cette année, est présentée par l'Espace Partenaire en cancérologie. D'ailleurs, la chargée de projet et deux patientes partenaires vont nous présenter qui est Espace Partenaire en cancérologie, quelle est leur offre de service un peu plus tard dans la soirée. Cela dit, cette deuxième édition est un complément, je vous dirais, à l'an 1. Pour ceux et celles qui étaient avec nous l'an dernier, on a beaucoup parlé des types de reconstruction mammaire. Ce soir, on va encore en parler, mais vous allez voir qu'on a des thèmes vraiment qui complémentent effectivement ces types de reconstruction mammaire. Et vous allez voir à quel point on a de quoi être fiers au Québec de nos spécialistes qui innovent, qui ont des pratiques de pointe pour faire en sorte que vous ayez une meilleure qualité de vie et pour augmenter votre bien-être. Excusez-moi. Donc, ce soir, vous aurez 5 conférenciers au programme. Chacun d'entre eux auront une douzaine de minutes. Et laissez-moi vous dire que c'est un défi pour eux parce que vous allez voir, ils ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup à vous informer. Et d'ailleurs, cette soirée, elle est là pour ça, pour vous informer, pour vous aiguiller, pour vous accompagner dans le cheminement que vous vivez actuellement et justement pour essayer de voir un peu plus clair sur ce que vous souhaitez selon vos valeurs, vos besoins. Cela dit, je vous dis qu'on avait 5 conférenciers, donc de 18h à 19h, là, on va être en mode conférence. Par la suite, 19h à 19h30, on va être en mode période de questions. C'est-à-dire que si vous avez des questions tout au long de la présentation, on va vous inviter à les poser en toute fin, ou plutôt on va y répondre à la toute fin. Donc, ne vous gênez pas dans la section questions et réponses, d'aller écrire vos questions tout au long des conférences, de bien nommer à qui s'adresse cette question, à quel expert ou à quelle personne invitée s'adresse la question. Et comme je le disais, on va y répondre à la toute fin. On va alterner pour laisser la chance aux gens aussi en présentiel de poser leurs questions, donc avec des questions du public et des questions de vous à la maison. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier invité, qui est le docteur Charles Guertin, qui est chirurgien plasticien ici au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Merci, Marie-Pierre. Merci d'être là, docteur Guertin. C'est une deuxième édition en plus pour vous. Oui. Pourquoi c'est important pour vous? Je vous invite à prendre Moi, une grande partie de mon entraînement, je suis un chirurgien plastique et esthétique, évidemment, mais une grande partie de mon entraînement est fait sur la reconstruction du sein et la reconstruction post-cancer. Dans ma pratique académique ou ma pratique hospitalière, je fais énormément de reconstruction de sein. Puis j'ai un entraînement multidisciplinaire, de la reconstruction autologue, microchirurgie et reconstruction par implant. Ma pratique a beaucoup évolué dans les 25 dernières années parce que la chirurgie de la reconstruction du sein a beaucoup évolué. Je suis encore très au fait. Je cours les derniers congrès, je présente des congrès récents. Ça fait partie de ma pratique encore. Bien, merci, comme je le dis, d'être parmi nous pour une deuxième édition. Vous allez devenir un habitué. Ce soir, vous nous parlez de reconstruction mammaire par prothèse. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Il y a eu un changement dans la philosophie de reconstruction où il y a une quinzaine. Pendant ou c'est moi? C'est mieux comme ça? Il y a eu vraiment un chiffre dans les 10 dernières années. Il y a 20-25 ans, on ne parlait quasiment que de reconstruction autologue, ça veut dire de reconstruction par vos propres tissus, qui étaient des chirurgies beaucoup plus complexes, beaucoup plus invasives. Grossièrement, ce qu'on devait faire, c'est prendre des tissus ailleurs sur le corps pour le reconstruire. Avec l'évolution des technologies, puis l'évolution des matériaux, puis ce qui était disponible, on est capable de faire des chirurgies avec quasiment d'aussi grande qualité, mais beaucoup plus simples pour les patients. Donc, il y a vraiment un chiffre tranquillement, on s'en va de plus en plus vers la reconstruction par implant. Ça ne veut pas dire que la reconstruction autologue, soit par vos propres tissus, n'a pas sa place. Au contraire,
Mais les indications ont changé. Il y a 20 ans, on n'avait pas d'autre chose. Là, maintenant, on a surtout beaucoup plus de choix à offrir à nos patients. Je vais vous montrer, il y a une autre évolution qui se fait dans la reconstruction par implant un petit peu plus tard dans ma présentation. Fait qu'on part. Aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la reconstruction par implant. Une des choses les plus importantes par rapport aux implants, c'est que c'est une chirurgie beaucoup plus simple pour la patiente, un peu plus pour le chirurgien, des chirurgies plus courtes, moins demandantes. Je n'ai pas besoin d'aller faire d'autres cicatrices généralement ou d'aller voler des tissus ailleurs. Fait que je prends des tissus qui ont été fabriqués et on va les mettre dans votre corps. Beaucoup plus simple, beaucoup moins douloureux, beaucoup plus rapide, une période de récupération beaucoup plus rapide encore. Puis généralement, pas d'hospitalisation. C'est des chirurgies généralement qui vont se faire en chirurgie d'un jour ou en 24 heures, parfois 48 heures. L'inconvénient, c'est pas magique. Hein? Il n'y a rien de magique dans la vie. C'est un résultat qui va être temporaire. Temporaire. En premier, on pensait 5-10 ans. Là, on regarde des échéanciers de 25, 30, 40 ans, probablement avec des implants. La technologie des implants s'est améliorée de façon significative. Souvent, le commentaire, il va falloir changer les implants un jour. Oui, c'est vrai, mais la chirurgie de remplacement d'implants, ce n'est pas une chirurgie extrêmement complexe. Une fois qu'on a fait la fondation du sein, ce que j'ai besoin, c'est d'un filler à l'intérieur, c'est de changer mon implant. Fait que si mon implant brise dans 15 ans, parfait. On rentre à l'hôpital, c'est une chirurgie d'une heure, vous en retournez chez vous l'après-midi. Pour moi, c'est plus compliqué d'aller faire changer mes pneus d'hiver que de changer un implant sur une salle. Il faut mettre les choses en perspective. Ça a été prouvé, ça, même sur le long terme. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, justement. Là, je suis en train de m'en va trop loin dans mes conversations. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le coût à long terme, sur la durée de la patiente. Ça ne remplace pas que c'est pas magique, les prothèses, je le dis encore. Il y a des indications pour faire des lambotologues. Quand on a 2, 3 échecs avec des implants, on va vous proposer d'autres chirurgies. Ils ont des taux d'infection plus élevés parce que c'est un corps étranger qu'on met dans votre corps. Ça peut être plus apparent. Vous allez en voir une photo tantôt. Et le volume ne va pas changer quand vous allez prendre du poids ou perdre du poids. C'est un volume fixe. Évidemment, quand on rajoute de la radiothérapie, il va y avoir des complications. Mais je ne vous cacherai pas que dès qu'on donne la radiothérapie, il y a des complications partout. Que ce soit des tissus autologues ou n'importe quoi, il y a toujours des complications. Évidemment, nous autres, en reconstruction, tout ce qu'on voit, c'est des complications, mais ça sauve des vies. Alors, historiquement, quand on faisait de la reconstruction par prothèse, c'était simplement la seule option qu'on avait, c'était parce qu'on n'avait pas assez de technologie, de matériaux, on faisait une reconstruction en 2 temps. Donc, on commençait par mettre un expanseur tissulaire. Grossièrement, c'est un ballon vide qui a l'apparence d'implant. Et puis là, on le gonflait de façon progressive, un peu comme une femme enceinte où le ventre va étirer. Il y avait un deuxième temps chirurgical où on allait mettre un implant définitif. Maintenant, avec l'évolution des différentes technologies, on est capable de faire une reconstruction immédiate. On fait la mastectomie de résection, puis on est capable, si les tissus nous le permettent, de faire une reconstruction immédiate avec l'implant. Ça arrive de façon fréquente dans notre milieu où, en chirurgie d'un jour, on va avoir une mastectomie totale, évidemment ganglionnaire, reconstruction directe par implant, congé la même journée. Okay? C'est dans le domaine du possible maintenant. Ça, c'est un expanseur tissulaire typique. Voyez-vous, ça a la forme un peu d'une prothèse ronde. Le morceau au centre, c'est l'endroit par lequel c'est une espèce de valve qu'on va percer à travers la peau et à travers la valve pour gonfler de façon progressive notre sein. Une vue latérale. Voyez-vous, mon implant, j'ai ma valve dans la portion supérieure. Là, je suis avec mes flèches, mais êtes-vous capable de voir une flèche ici? Sur le sol? Bon, alors c'est ça. Fait que ça, c'est mon expanseur qui est la forme d'un implant. Ça, c'est mon port d'entrée. Puis, on vous voit une fois par semaine, puis on gonfle tranquillement. Puis, littéralement, on est en train de créer de la peau. On va créer un volume de peau. Je n'ai pas été volé de la peau sur le ventre, je n'ai pas pris de la peau sur les fesses. C'est votre propre peau que je fais simplement gonfler puis construire. Et après ça, une deuxième chirurgie où on change, puis je vais mettre mon implant définitif. Typiquement, c'est ça qu'on va faire en clinique. Vous rentrez, on fait l'expansion tissulaire, vous en retournez. Les volumes qu'on va mettre, ça dépend des patients, ça dépend des types de tissus, c'est l'autoropie, etc. Ça, c'est le chirurgien avec son expérience qui va l'adapter. Pourquoi passer par la forme d'extension? Je vous ai un petit peu répondu là-dessus. C'est des fois, la qualité des tissus n'est pas très bonne. Des fois, on a planifié de faire une résection et une reconstruction immédiate, mais on a des petites surprises. Soit par des facteurs chirurgicaux, une résection plus agressive, une tumeur qui est plus proche de la peau, fait que le chirurgien oncologique en enlève plus, ou des facteurs propres à la patiente, soit
une fumeuse diabétique, une mauvaise circulation de sa peau, etc., des chirurgies antérieures dans son sein, ça vont faire que ça augmente le risque. Pour nous, quand on n'est pas capable de faire une reconstruction immédiate par implant, ben on va faire un pas en arrière, on va garder la majorité des tissus, puis on va mettre un expanseur tissulaire dégonflé. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut juste qu'on fait un petit pas en arrière, puis on va recommencer la reconstruction. Ça, c'est un exemple qui est arrivé. Tout le monde pensait que ça allait bien. Une semaine après, on la voit en post-op. C'est ce qu'on appelle du sloughing ou une nécrose de la partie centrale de mon sein. Ça devient une semi-urgence. Il faut y aller parce que là, à ce moment-là, j'ai un implant, un corps étranger sous la peau qui peut s'infecter. Il faut aller nettoyer tout ça. Et on va discuter d'une option de reconstruction intramusculaire. Ça fait partie des aléas de la chirurgie. Encore un peu la même chose ici. Je reprends un peu à gauche, un peu la technique d'expansion tissulaire, puis à droite, c'est une reconstruction immédiate par implant. Mais voyez-vous, mon implant, la beauté de tout ça, doit toujours être recouvert par un muscle ou une autre substance qu'on va appeler les ADM. Je vous amène là-dessus tantôt. Ça, c'est une des découvertes ou une des nouvelles technologies qui nous permet d'accélérer la reconstruction et en vitesse et en qualité. Les implants gel cohésif, ce que vous avez entendu de vos grands-parents ou de vos parents, les implants qui coulaient du silicone, que ça s'en allait dans les ganglions et tout ça, au Canada, on n'a plus le droit de mettre ces implants-là depuis 1992. Okay? C'est des implants qui sont encore malheureusement vendus dans beaucoup de pays étrangers. On en enlève encore au Canada chez des patients qui vont se faire du tourisme médical. C'est malheureux. Les implants qui sont autorisés en Amérique du Nord, ce ne sont que les implants gel cohésifs. C'est fantastique. On peut voir, on peut les couper en deux, on peut les faire en slice, on peut faire du chop suey avec, n'importe quoi. Ça va rester en un seul bloc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indestructibles. Tous les implants vont briser. Tous les implants ont 100% de rupture. Mais c'est pas la fin du monde. Oui, on le trouve à l'imagerie, un implant brisé, et il n'y a pas de danger, il n'y a pas personne qui va mourir, ça ne donne pas le cancer. On se dit une chirurgie, puis on va changer nos implants. Texture souple similaire. Alors, avec la technologie, là, c'est fun en Moses, parce que là, on est capable d'aller mimiquer la texture du sein contralatéral. Fait qu'on a tout un choix de degré de cohésif du gel de silicone. Fait que ça nous donne une grande liberté pour essayer de symétriser la forme du volume, mais également la texture du sein. On donne ça, c'est des implants cohésifs, voyez-vous. Je ne sais pas si vous réussissez à voir, là, mais on peut forcer, il n'y a pas de liquide qui va couler. L'implant va rester en un seul bloc. Fait qu'on pèse dessus. Fait que même si vous le coûtez, même si vous faites attaquer à coup de couteau, on vous donne des affaires, il n'y a rien qui va couler. Ça va juste rester en un seul bloc. On va aller le changer, on ne laissera pas en place, mais c'est relativement très sécuritaire. On a maintenant une variété d'options. Les largeurs, des hauteurs, des projections, ça pour s'adapter au sein contralatéral puis au thorax de la patiente. C'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. L'ADM. Alors, l'ADM, c'est la grande découverte là, des 10 dernières années. Le problème, c'est que la peau ne tolère jamais très bien un corps étranger. Fait que si, dans les années 70, on avait commencé à mettre des prothèses sous la peau, on avait 100% d'extrusion. Ça veut dire 100% de prothèses qui sortaient à travers la peau. C'est pour ça que dans les années 80, quand les reconstructions autologues sont arrivées, c'était fantastique parce qu'on avait enfin des bons résultats. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que la peau n'a pas la capacité de contrecarrer l'érosion faite par un corps étranger. Quelques années après, on va comprendre qu'il faut mettre soit du muscle, ce qui nous obligeait à passer par la phase en 2 temps par l'expansion tissulaire. Il y a une dizaine d'années, c'est les cellules ADN qui sont arrivées. Le fantastique de cette cellule-là, c'est qu'on est capable de mettre des plaques de tissu qui vont se revasculariser, qui vont devenir vos propres tissus, qui vont devenir aussi résistantes à l'abrasion qu'un muscle. Ce qui nous permet, le prochain step, c'est d'aller directement à une reconstruction immédiate sans passer par l'expansion. Le problème, pendant une certaine période, c'est encore un corps étranger. Ça peut s'infecter, ça augmente mon risque d'infection, peut créer des séromes et le coût. Et ça, c'est l'exemple, ça, c'est la technique initiale dans ce qu'on appelle les reconstructions par ADM. On utilisait la portion supérieure du muscle pour couvrir notre implant, puis la portion inférieure était couverte par une mèche d'ADM. Cette mèche d'ADM-là va être auto-intégrée au corps de la patient. Elle va être revascularisée et va devenir aussi résistante que le muscle. Ce qu'on voit dans la photo sur le côté, c'est que finalement, mon implant devient complètement couvert par mon ADM. Le temps presse, hein? Caroline. Patiente trop mince, on voit les artefacts. Puis ça, c'est le problème avec les implants chez une patiente trop mince. Mais j'ai un autre tour de magie à vous faire. On peut faire maintenant des injections de graisse dans le sein pour aller camoufler ça.
ce qui améliore encore nos contours. Ce sera l'année prochaine. On se garde des cues pour l'an prochain. Si on est capable de boucler ça en 2 minutes, ce serait magique. Je peux vous parler des types d'implants. On peut vous ramener des questions, les types d'implants. Vous allez probablement entendre parler du breast illness disease puis des cancers à LCL. Est-ce que j'ai le temps d'en parler tout de suite? On ramène ça vers la fin? On peut se prendre une petite minute pour. Tu sais, je veux pas non plus vous essouffler, mais il faut conclure. Je vais parler de la LCL rapidement. La LCL, vous allez en entendre parler, c'est un cancer qui est relié aux surfaces texturées macro. Il y a quelques surfaces micro-texturées, mais c'est généralement sur les macro-texturées. On n'avait pas compris ça à l'époque. C'était un excellent implant qu'ils avaient développé, mais ce qu'on a compris, c'est que dans certains, on n'est pas sûr que c'est un génotype ou un type de chirurgie qui aurait été fait, mais ils se développent une espèce d'infection chronique et les gens là-dessus peuvent développer un cancer. Ces implants-là, au Canada, ne sont plus utilisés. Il n'y a plus de raison d'être. Et le traitement, c'est simplement de les reconnaître puis d'aller les enlever. Je veux dire que c'est relativement sous contrôle maintenant pour ça. Ça comme ça? C'est une petite minute, là. Reconstruction immédiate. Reconstruction immédiate directe. Les mamelons ne sont pas encore faits. Je vais le faire dans un deuxième temps parce que c'était augmenter le risque chez cette patiente-là. On a décidé de compléter reconstruction immédiate. Type d'exemple, on est parti avec des seins plutôt osés, grade 3, grade 4, un grade 1, qui était bien joufflu. Un peu trop joufflu à mon goût, mais ça, je respecte la patiente. Mais vous? On est parti de 0 à gauche, c'est une reconstruction complète avec une expansion tissulaire. Elle ne voulait pas que je touche son autre sein. J'aurais aimé ça le bumper un petit peu, mais moi, je suis ce que les patients me demandent. Une bilatérale immédiate. Un peu d'asymétrie encore, mais des fois, les patientes commencent à être tannées. Moi, je peux continuer bien longtemps, j'aime ça, mais les patientes, des fois, ils me disent, donne-moi un break, là. Dans 1 an que je suis à l'hôpital, on se reverra dans 1 an. Je suis correct avec ça. On est 5-6 ans après. Ça, c'est 6 ans post-op. Voilà. OK, je ne peux rien dire. Non. Je vais continuer pendant 1 heure, mais voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Charles Guertin. Je rappelle qu'il est chirurgien plasticien au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je vous le disais d'emblée, hein, c'est un défi pour nos spécialistes ce soir de vous synthétiser leur passion en une douzaine de minutes. Je comprends que c'est pas facile pour vous. Merci infiniment. Et il y a la période de questions à la fin, je vous le rappelle. Donc, vous avez sans doute vu les diapositives. Il y a peut-être des mots que vous vous êtes dit, mon Dieu, j'ai envie d'en savoir davantage tantôt. Vous pouvez écrire votre question dans la section questions et réponses. Merci infiniment, Dr. Guertin. Maintenant, notre prochaine invitée, Dr. Sophie Collin. Elle est anesthésiste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous, Dr. Collin. En pleine pandémie, en fait, vous avez réalisé un exploit, vous et votre équipe d'anesthésistes et de spécialistes. Vous avez réussi à diminuer considérablement, voire jusqu'à 0, les listes d'attente pour les femmes en attente d'une mastectomie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont grâce à une technique innovante. Je sais que vous souhaitiez qu'on lève notre chapeau aussi ce soir à votre collègue, Dr. Ariane Cléroux, qui est celle qui a réfléchi à cette technique-là. Et ce soir, vous êtes porte-parole au nom de votre équipe. On veut savoir de quoi s'agit-il? Quelle est cette technique innovante qui a changé la donne au cours des dernières années? Merci pour l'introduction. Là, je ne vois pas mes diapos. On fait la petite flèche. Ah, ben, regarde. Et voilà. Okay. Et voilà. Exact. Alors, effectivement, je ne suis pas l'instigatrice de ce projet. En fait, j'y ai participé comme la majorité de mes collègues et Dr. Cléroux ayant des obligations familiales plus importantes, malheureusement, que ce qui se passe ce soir. J'ai accepté de la remplacer et de préparer cette présentation-là. Je tiens à spécifier qu'on ne parle pas tant d'anesthésie qu'on appellerait locale, c'est-à-dire on vous gèle un bout de doigt pour vous enlever un petit kyste. On parle quand même d'anesthésie régionale, donc c'est quelque chose d'un peu plus invasif. Des fois, les gens mélangent un peu, mais je trouve ça important. C'est quelque chose qui demande quand même la présence d'un anesthésiologiste, donc un médecin spécialiste, ainsi qu'une certaine... Il y a certaines patientes, malheureusement, qui ne pourront pas avoir ça, par exemple, s'il y a un certain degré de problème avec la coagulation du sang, des choses comme ça. Parce qu'il reste qu'à la base, c'est une technique qui est très sécuritaire, mais qui comporte son lot de risques. Donc, différentes
je vous ai fait ça très simplifié à la période de questions. Gênez-vous pas si vous trouvez que c'est trop grand public, vous voulez plus de détails. Je voulais pas vous ennuyer avec trop de détails médicaux, anatomiques et compagnie, mais j'ai cherché à vous mettre l'important. Donc, environ une femme sur 8 en Amérique du Nord au Canada, malheureusement, sera en tête de cancer du sein au cours de sa vie. Ce sont des choses que vous connaissez. Comme Dr Guertin soulignait, c'est sûr que nous, la portion mastectomie, habituellement, ça va être plus la portion qu'on fait avec les chirurgiens généraux. Du moins, à Maisonneuve-Rosemont, c'est comme ça que ça se fait. Et on va habituellement parler de chirurgie qu'on appelle ambulatoire, donc chirurgie d'un jour. On arrive le matin, on repart avant la soirée. C'est une chirurgie qui traditionnellement est associée pour différentes raisons, entre autres parce qu'on parle beaucoup on parle presque toujours de femmes, évidemment, mais aussi de femmes qui sont souvent en âge préménopause, donc d'emblée un peu plus à risque que la moyenne des gens pour les nausées, vomissements périopératoires. Et la douleur post-mastectomie peut malheureusement des fois être significative, voire même se chroniciser chez un sous-groupe de patientes chez qui c'est malheureux, mais on est encore, même en 2022, pas si bon que ça à prévenir ces douleurs chroniques. Donc, mars 2020, tout le monde se souvient, le couteau est tombé, la pandémie, tout est un peu arrêté là, au niveau du système de santé, notamment au niveau des chirurgies qui sont programmées. Donc, un allongement vraiment démesuré dans un contexte où on manquait déjà de personnel dans le milieu de la santé. Évidemment, les chirurgies urgentes n'ont pas arrêté. Les chirurgies pour cancer ont continué d'être priorisées devant tout le reste, devant ce qu'on appelait la chirurgie fonctionnelle, exemple prothèse de genou, chirurgie d'épaule et j'en passe. Mais il reste qu'il y avait des délais. Et l'anesthésie générale, à ce moment-là, il faut se rappeler, 2020, on n'a pas de vaccin, on ne sait pas trop ce que ça comporte. Et donc, déjà, on manque de monde. On veut, a priori, protéger le personnel de la santé d'un bloc opératoire dans un hôpital. Si vous ralentissez le bloc, vous l'arrêtez, l'hôpital ne roule plus. Donc, il y a eu vraiment un effort massif de risque d'exposition à réduire au minimum à toutes ces particules de COVID-là. Donc, on ne connaissait pas encore toute la portée. Et donc, endormir et réveiller les patients pour n'importe quelle chirurgie, ça impliquait vraiment, je vous passe tous les détails, mais des masques, c'était un protocole excessivement compliqué. Ceci dit, il n'y a pratiquement personne qui l'a attrapé, ça a été très efficace, mais le roulement normal d'une journée de salle d'opération, quand on endormait les patients versus la régionale, c'était fort complexe et on coupait presque en deux là, nos salles, par exemple, de mastectomie. On se trouvait à faire 3-4 patients parce qu'on devait attendre des délais vraiment très importants. Docteur Ariane Cléroux, c'est ma collègue anesthésiologiste qui a une sous-spécialité en anesthésie régionale. Vous connaissez peut-être son nom si vous suivez un peu les nouvelles. En 2021, juillet, donc elle est passée grand public dans la presse. Il y a un article qui a porté sur son projet. C'est vraiment à elle qu'il faut donner le chapeau. Ce n'est pas moi du tout qui a eu cette initiative-là. Moi, j'ai un intérêt en régional et en douleur chronique parce que c'est ma sous-spécialité, mais il reste que c'est Ariane qui a vraiment tout mis ça en place. Les gens nous mélangent des fois parce qu'on a deux noms qui commencent en C puis qu'il y a un L dedans, mais je ne suis pas elle. Donc, un petit brin d'anatomie, en fait, j'ai peut-être ma souris. Là. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est un petit peu comme un arbre de Noël. Au niveau de la colonne vertébrale, les branches qu'on appelle les nerfs spinaux sortent entre chaque paire de vertèbres. Et quand on parle d'innervation du sein, en fait, on va grosso modo parler là, de T1, qui est le premier jaune-vert ici, jusqu'à T6, qui est en fait la partie sous le sein, qui est la bande rouge. Donc, en fait, tout ce qu'on appelle, le mot médical, c'est les dermatomes, donc tout l'étage de thorax, si vous voulez, qui est innervé par les branches qui viennent de la moelle épinière. Ce sont à celles-là qu'on va s'intéresser, nous, pour faire des blocs. Donc, en fait, la technique de ce qu'on appelle les blocs paravertébraux, c'est rare qu'on va faire ça complètement à froid. Des fois, les patientes vont nous demander, mais en gros, faut quand même venir à jeun, il faut être préparé là, de la même façon. Puis, il y a toujours la faible possibilité qu'on recourt à une anesthésie générale si jamais vous n'êtes pas bien. Et en gros, on fait ça en position assise et on va faire généralement de 3 à 5 injections à différents niveaux d'un anesthésique local, qui est la même chose qu'on met pour aller chez le dentiste. C'est pas nécessairement la même médication. On appelle ça de la ropivacaïne, c'est pas mal celle-là qu'on utilise. Des fois, on va mettre un adjuvant dedans, mais grosso modo, le gros de l'action, c'est vraiment l'anesthésique local. Et qu'est-ce que nous, on cherche? En fait, je vous ai mis ici une belle image d'échographie. Ça, évidemment, c'est une image d'application de téléphone mobile. C'est comme dans les livres, comme on dit. Des fois, si on a des patientes un petit peu plus enrobées, je vous avoue que la visualisation n'est pas toujours aussi belle et aussi claire.
Mais ce qui nous intéresse, en fait, il faut vous imaginer que c'est comme une aiguille. Les petites bosses noires que vous voyez, c'est les côtes. Et où, en fait, c'est presque la côte. C'est juste à côté ce qu'on n'a pas fait. C'est un morceau de vertèbre, si vous voulez. Mais l'important, c'est que nous, en fait, c'est une technique très précise où on va aller porter le volume de médicaments entre la couche de muscle qui est entre chaque vertèbre et la plèvre qui est l'enveloppe du poumon. Fait que vous comprenez que la plèvre qui est juste en dessous, ben, on ne veut pas être touché. Fait que c'est probablement le risque qu'on va craindre le plus. Hormis ça, c'est un petit peu comme si on faisait une épidural juste d'un côté de la colonne. Donc, dans de très rares cas, ça se peut qu'on ait une anesthésie complète pendant quelques heures qui va geler le bas du corps, ce qui n'est pas quelque chose de dangereux comme tel, mais ça fait partie des complications. Ça, ce sont des choses rarissimes. Mais tout ça pour vous dire que c'est un petit peu plus compliqué que juste de l'anesthésie locale. Et en fait, c'est ça. Donc, on va faire ça de 3 à 5 paires de vertèbres pour aller geler vraiment une espèce de bande d'anesthésique locale qui va geler plusieurs nerfs spinaux, du côté, évidemment, où on fait la chirurgie. Puis, on va en faire un petit peu plus haut aussi quand on a besoin d'aller dans l'aisselle. Vous voyez les bandes vertes jaunes au début. On va aller geler cette portion-là si jamais vous avez besoin soit d'un ganglion sentinelle ou de la dissection axillaire qu'on appelle. Et le résultat recherché quand on met l'anesthésique locale à ce niveau-là, on va chercher une bande qui correspond à ce qui est en haut en turquoise. Puis, il va y avoir aussi une certaine anesthésie du muscle pectoral dont parlait le Dr Guertin, parce qu'il est situé dans le même territoire. Maintenant, Dr Cléroux a fait une étude avec une équipe de recherche de l'Université de Montréal, auquel on est affilié comme centre universitaire, où elle a regardé, dans le fond, sur environ 200 patientes, donc une centaine pré, une centaine post l'instauration de cette technique-là, voir comment quel genre de résultats on avait là, pour justifier de prendre cette approche-là. Et en fait, l'hypothèse, c'est que l'anesthésie régionale en temps de pandémie pour les patientes subissant une mastectomie. On n'en est pas à la reconstruction tout à fait, mais on commence à l'utiliser. Je fais ce petit bémol-là. Je sais que ce soir, c'est la reconstruction. Et donc, avec ou sans avec ou sans intervention dans l'aisselle, que ça améliorerait notre efficacité et aussi potentiellement les paramètres de bien-être chez vous, les patients. Donc, une centaine de patientes pré-pandémie, une centaine de patientes intra-pandémie. On peut malheureusement pas encore dire qu'on est post-pandémie, j'aimerais ça, mais... Et donc, ce sont des mastectomies partielles ou totales avec ou sans intervention dans l'aisselle. Et ce qu'on a regardé, c'est est-ce que ça avait un impact sur le délai entre la fin de la chirurgie et le contenu de l'hôpital, les nausées, vomissements et la douleur, puis la durée de séjour en salle de réveil. Voyons. Ah, excusez, il y a une animation sur celle-là, je n'avais pas réalisé, attendez un petit peu. Désolée pour ça. Donc, pré-pandémie, toutes les patientes dormaient. Le 2/3 des patientes avaient des blocs qu'on appelait adjuvants. Donc, on faisait des blocs qui n'étaient pas nécessairement des paravertébraux. Il y a d'autres types de blocs qu'on peut faire entre les couches de muscles et tout ça, qui étaient utilisés pour donner une analgésie supplémentaire, mais systématiquement, toutes les patientes dormaient. Et là, il faut un flip complet. Complet. En fait, au moins plus de 3/4 des patientes là, sur l'année et demie qui a suivi, même pas, sur quelques mois, en fait, ont été faites sous bloc paravertébraux. BPV, c'est bloc paravertébral. Donc, 3 échecs, 3% où ça n'a pas fonctionné. Évidemment, ça fait toujours partie du risque. Ça ne marche pas, bon, on est obligé de vous endormir. La majorité des patientes, ce n'était pas nécessairement des grandes mastectes totales, c'est vraiment un morceau, donc un morceau de sein mastecte partiel, et aucune complication de type pneumothorax ou autre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les principaux résultats sauvaient plus d'1 heure de séjour à l'hôpital, qui est quand même pas banal. L'incidence des nausées, vomissements post-op était diminuée, donc de 11% près à 3%, ce qui est quand même nettement intéressant. Et le temps passé à la salle de réveil aussi était légèrement diminué. Donc, en conclusion, pour les mastectomies, ça devient, le bloc paravertébral devient une option d'anesthésie fort intéressante pour le bien-être de vous, les patientes, mais aussi pour la diminution des listes d'attente. On peut voir ça si on en fait. Ça va plus vite, on en fait plus, donc on redonne un peu à la suivante en permettant qu'il y ait plus de patients qui soient opérés plus rapidement. Et le temps de séjour à l'hôpital va diminuer. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dr Sophie Collin, anesthésiste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Elle a parlé de l'anesthésie régionale et non pas locale. Il y a une nuance. Ben oui, tout à fait. Puis je me demandais quelle était cette nuance-là dans le cadre de mastectomie en raison d'un cancer du sein. Donc, merci beaucoup, Dr Collin. Oui. Ça fait partie des réalités d'être en direct avec vous et avec vous également à la maison. Alors, maintenant, j'invite la docteure Marie-Pascale Tremblay-Champagne, qui est chirurgienne plasticienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal
Merci d'être avec nous. Je sais que Dr Tremblay-Champagne arrive du travail, est arrivée comme ça, je me permets de dire, sur des chapeaux de roue, mais elle est avec nous. C'est l'instigatrice aussi du bras AD de cette soirée d'information. Merci d'être là. Comment... Oui, ça fonctionne. Comment vous allez là, après la grosse journée? OK, c'est bon. Ce soir, en tant que chirurgienne plasticienne, tu vas nous parler de traitement chirurgical du lymphédème. Le lymphédème qui est une conséquence, qui est une comorbidité causée en raison des traitements contre le cancer. Vous êtes, excusez-moi, on se parle à l'extérieur, mais c'est vous. Vous êtes l'une des très rares chirurgiennes au Canada à pratiquer cette technique-là. Quand je vous parlais de pratique de pointe et d'innovation, en voilà un autre bel exemple. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir avec vous pourquoi c'était si important de lancer un événement comme celui-ci. Ça venait de vous l'an dernier, puis encore une fois cette année, c'était extrêmement important qu'on prenne ça en main et qu'on sensibilise un maximum de personnes concernant la reconstruction mammaire. Oui, c'est sûr que pour nous, en tant que service de plastie à l'hôpital, le cancer du sein, je ne veux pas, ça occupe beaucoup de notre temps. On sait qu'octobre, c'est le mois de cancer du sein, donc il y a plusieurs événements autour de ça. Donc, ça faisait déjà plusieurs années en tant qu'équipe qu'on en parlait d'organiser quelque chose ici. Puis je pense qu'au CIUS de l'Est, on a tellement d'acteurs, que ce soit les anesthésistes, nous, les chirurgiens oncologues, ceux avec qui on travaille en paramédical, comme par exemple pour les tatouages qu'on va parler tantôt. On a tellement de choses à offrir, puis on a beaucoup de pratiques de pointe aussi dans notre centre. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée à chaque année d'avoir des nouveaux sujets à vous amener. Puis aussi, on sait que les consultations initiales peuvent être un petit peu lourdes là, pour tout ce qui est reconstruction. Les consultations, même s'ils durent 30-40 minutes, on dirait que c'est jamais assez. Il y a tellement d'informations à absorber. Donc, si vous en avez déjà entendu parler ou allez avoir une consultation bientôt, d'avoir déjà entendu parler de beaucoup de ces éléments-là puis ces informations-là, ça va juste vous aider un petit peu dans votre processus aussi. Expliquez-nous, c'est quoi un traitement chirurgical du lymphédème? Parce que quand on parle de chirurgie plastique, on pense que votre rôle, c'est de reconstruire à la suite d'un cancer du sein ou d'une mastectomie préventive. Donc, est-ce que c'est une nouvelle corde à votre arc, ça, le traitement du lymphédème? Oui, comme tu dis, je vais en parler dans ma présentation, mais le lymphédème, c'est vraiment souvent ici en Amérique du Nord une conséquence, malheureusement, là, du traitement d'un cancer, pas juste les cancers du sein, mais ça en fait partie. Donc, nous, en tant que spécialité, c'est sûr qu'on cherche toujours à innover. On est expert en microchirurgie. Donc, la chirurgie lymphatique s'est développée vraiment dans une dernière quinzaine d'années à peu près. C'est vraiment venu de l'Asie. Ça a fait son chemin tranquillement vers l'Occident. Puis au Québec, c'est quand même relativement nouveau. Les premiers cas ont été faits en 2018. Là. Donc, on parle de chirurgies qui sont pratiquées depuis moins de 5 ans ou maintenant 5 ans. Donc, je peux me plonger dans le vif du sujet. C'est juste pour vous donner un aperçu parce que, comme on disait, malheureusement, c'est un risque là, des interventions pour les cancers du sein. Donc, le lymphédème, il y a plusieurs phases. Classiquement, ça ressemble à ça. Post-cancer du sein, quand ça arrive à une femme. Donc, dans la phase immédiate, on a ce qu'on appelle l'œdème à godet. Donc, ça, c'est vraiment de l'enflure où est-ce que quand on pèse sur le bras, on a l'impression qu'il y a plein de liquide dans le bras. Ça laisse une empreinte de doigt. Plus tard, dans la phase tardive, ça peut prendre plusieurs années. Ça peut prendre 20 ans. Il y en a d'autres que ça vient plus vite. On perd ce godet-là, cette impression-là d'avoir du liquide. Puis là, les tissus deviennent ce qu'on appelle fibrosés, deviennent très durs, très rigides. Ça, c'est une phase plus tardive de la maladie. Il se dépose aussi beaucoup de graisse, de cellules graisseuses, parce que la lymphe draine beaucoup de ces cellules-là. Donc, c'est une des raisons qui explique que le bras devient plus gros. Ça met à risque les patientes non seulement de plaies chroniques, mais aussi de ce qu'on appelle des cellulites ou des infections de la peau récidivantes dans le bras. Donc, les patientes qui souffrent de lymphédème ont beaucoup de consignes de prévention des infections à suivre en post-opératoire. Puis, on peut aussi avoir dans les phases tardives des changements de peau qu'on appelle verruqueux. Là. Ça, c'est vraiment dans la phase la plus grave, là, mais vraiment avoir comme des gros nodules, des grosses verrues qui ne sont pas des verrues, là, mais qui ressemblent, qui se forment sur la peau. Donc, vous pouvez comprendre que c'est très désagréable. Donc, les causes, il y a des gens qui souffrent de lymphédème primaire. Ça, c'est des formes génétiques. Donc, ils naissent pas nécessairement avec ça, mais ils vont développer ça dans l'adolescence ou à l'âge adulte.
Mais la cause principale dont on va parler ici, c'est vraiment le lymphédème secondaire, qui est normalement dû à un geste chirurgical ou à de la radiothérapie, ou les deux. Donc, dans le contexte du cancer du sein, ben, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. C'est ce qu'on appelle une morbidité de notre traitement médical. Donc, les risques de faire un lymphédème après le traitement d'un cancer du sein, si on a une procédure de ganglion sentinelle, on parle d'un risque de 5 à 7 Si on a une dissection axillaire, on saute à 20 donc une chance sur 5. Si on a une dissection axillaire combinée à de la radiothérapie, là, dans certaines études, on parle de jusqu'à 50 Ça inclut toute forme de lymphédème confondu. Fait que ça va du simple bras qui a l'air normal à l'œil, on le mesure, il est exactement comme l'autre, mais la patiente sent que son bras est lourd, il n'a pas la même texture, n'est pas confortable. Donc, tout ça, c'est inclus là-dedans. Donc, on a aussi des cas qui sont très légers dans ces statistiques-là. Le risque de lymphédème n'est pas du tout relié à ce qui est fait au sein, c'est vraiment relié à ce qui est fait dans l'aisselle. Donc, traditionnellement, pour traiter le lymphédème, c'était vraiment des techniques non chirurgicales. On parle de manchons compressifs, de drainage lymphatique, de massage, de physio. Pour des cas plus avancés, on avait des techniques qu'on appelait excisionnelles, où est-ce qu'on allait enlever des bouts de peau ou enlever une partie du membre, des fois faire de la liposuction. Mais moi, je vais vous parler des 2 dernières options qui sont les plus nouvelles, qui sont faites ici depuis 2018. Donc, les anastomoses lymphatico-veineuses, je sais, c'est un drôle de mot, ou les transferts de ganglions. Donc, on va commencer un peu, juste pour vous donner une idée, là, on offre ces chirurgies-là quand ça fait au moins 1 an que quelqu'un souffre de lymphédème. Puis le patient doit être très assidu déjà avec les traitements médicaux, entre autres la compression, parce que ça doit être continué absolument après la chirurgie pendant quelques mois. La qualité de vie de la patiente doit être affectée. On doit pouvoir subir une chirurgie de 6 à 8 heures sans risque pour sa santé cardiovasculaire, préférablement non-fumeur. Et si quelqu'un, peu importe la forme de lymphédème, si quelqu'un fait 10 cellulites par année, 4 cellulites par année, doit être sous antibiotiques constamment, on va l'opérer ou on va essayer d'améliorer la condition. Il faut comprendre que des résultats réalistes, ce n'est pas une guérison du lymphédème, mais c'est une amélioration. Donc, on parle de pouvoir diminuer le volume du membre atteint de 30 à 60 de pouvoir diminuer la dépendance à la compression, ce qui veut dire pas être obligé de porter un manchon 7 jours sur 7, mais peut-être pouvoir le baisser à 2, 3, 4 jours semaine, puis augmenter le confort, ce qu'on appelle les symptômes subjectifs. Ces résultats-là prennent à peu près 1 à 2 ans pour être complets, donc il faut aussi être patient. Si on commence avec la première technique, les anastomoses, l'acronyme c'est les LVA pour faire plus simple. Donc, dans le croquis ici, on a en bleu une veine, puis après ça, on a en vert un vaisseau lymphatique. C'est 2 systèmes parallèles qui drainent le bras. Je vais vous parler de bras parce qu'on est en cancer du sein ici, là, mais qui drainent le bras. Donc, quand il y a un blocage au niveau du vaisseau vert puis que la lymphe ne circule plus, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va aller faire un bypass où on va aller faire en sorte que la lymphe se draine par le système veineux. Donc, on va aller connecter le vaisseau lymphatique avec la veine. C'est pour ça que ça s'appelle une anastomose. C'est le terme médical pour la connexion lymphatico-veineuse. Cette chirurgie-là se fait sous microscope. Ici, vous avez en rouge la veine, en bleu le vaisseau lymphatique. On les connecte ensemble avec du petit fil. On voit la lymphe qui draine dans la veine. C'est bleu à cause d'un colorant. La lymphe n'est pas bleue, juste quand je l'opère. Ça, c'est une règle juste pour vous montrer à quel point c'est petit. Là, on parle de vaisseaux qui font à peu près un demi-millimètre environ. Là. Donc, c'est des longues chirurgies parce que c'est techniquement demandant. Un résultat réaliste ici, là, 1 an post-op, vous le voyez plus au niveau de la main, là, mais la patiente a vraiment, vraiment perdu beaucoup d'enflure. Puis il y a une main, un poignet qui est beaucoup plus fonctionnel parce qu'il est moins enflé. Les avantages, bien, excusez, c'est un peu petit, là, mais les avantages, c'est que c'est une chirurgie d'1 jour. Donc, on repart à la maison la même journée. Il y a très peu de douleurs, honnêtement, très peu de complications, puis peu de temps de convalescence. Donc, si quelqu'un est candidat, vu qu'il y a très, très, très peu de risques avec quand même potentiellement beaucoup de bénéfices, je dis toujours que ça vaut la peine de l'essayer. Au pire, ça ne marche pas. Les désavantages, pour nous, c'est techniquement très difficile, mais ça, c'est pas votre problème, c'est le nôtre. Et puis, c'est pas applicable à tout le monde parce que ça nécessite des vaisseaux qui sont fonctionnels. Donc, c'est pas tout le monde qui a encore ça, malheureusement. Par exemple, ici, on voit des vaisseaux lymphatiques qu'on a imagés. À gauche, il y a des beaux vaisseaux, des trajets là, que je peux voir, que je sais que je vais pouvoir opérer. Mais dans l'autre image, je vois juste
du colorant un petit peu diffus partout. Fait que ça, c'est pas quelqu'un que je peux opérer avec des anastomoses. Donc là vient l'autre chirurgie, le transfert des ganglions. On a des différents sites donneurs, donc différents endroits où on peut aller chercher des ganglions. Les plus communs, donc on va en prendre parler, c'est inguinal, ça veut dire dans l'aine. Pourquoi? C'est parce que c'est un site anatomique qu'on connaît bien. On opère souvent au niveau de l'aine, donc on n'est pas trop inquiet d'aller là. La cicatrice est bien cachée. Par contre, c'est un site qui a beaucoup plus de complications. Donc, personnellement, j'utilise le site supraclaviculaire qui est dans le cou parce qu'il y a moins de risques pour les patients. On parle des ganglions qui sont dans la région très basse du cou, près de la clavicule. Puis, quand on fait des imageries, à gauche, c'est avant un transfert. À droite, c'est après un transfert. Excusez. Initialement, vous voyez qu'en haut de l'image, dans l'aisselle, il n'y a pas grande activité, il n'y a rien qui se passe. Puis à droite, là, tout d'un coup, il y a comme tout un nouveau réseau qui s'est formé. Donc, les ganglions viennent un peu remplacer les tissus qui manquent puis recréer un réseau local. Les deux chirurgies marchent très bien. Les avantages de transfert, c'est que c'est une microchirurgie qui est de calibre plus habituel pour nous. On recrée un peu ce qui manque. Les désavantages, c'est que c'est une chirurgie un peu plus longue. On opère à différents endroits, donc convalescence un peu plus longue, un peu plus de douleur. On doit vous hospitaliser 1 à 2 nuits. Si on va dans l'aine, il y a un risque d'induire un lymphédème dans la jambe. Moins de 1%, c'est très rare, mais c'est un risque réel, une des raisons pour lesquelles je vais dans le cou. Donc, comment on choisit quoi faire? Si on identifie quelqu'un qui est un possible candidat chirurgical pour son lymphédème, à ce moment-là, on va évaluer les vaisseaux lymphatiques par un test qu'on appelle l'indocyanine. Si je trouve des vaisseaux, on y va pour les anastomoses. Si jamais il n'y a pas de vaisseaux, à ce moment-là, on va parler du transfert de ganglions. Donc, en bref, nos résultats, ils ont été publiés cette année. On a révisé tous nos patients qu'on a fait de 2018 à 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pandémie. Fait qu'après ça, tout a ralenti. Donc, on voulait des patients qu'on avait suivis pendant plus d'1 an. On voit qu'en moyenne, on a une réduction de volume du membre d'à peu près 58 %, ce qui est tout à fait dans la norme de la littérature. Fait qu'on est bien content. Dans 80 % des cas, nos patients ont réussi à diminuer le port des vêtements compressifs de 7 jours à moins de 4 jours par semaine. Il y en a qui ne les portent plus, c'est rare, mais ça arrive. Puis pour ceux qui faisaient des cellulites, à date, on a quand même une réduction des épisodes, mais il faut du suivi plus long terme, bien sûr, pour affirmer que ça aide. Ça, c'est juste un exemple de la première patiente qu'on a faite en février 2018, qui avait quand même un bras gauche assez édémacié, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche. Puis ça, c'est la même patiente à 1 an et demi post-opératoire. Il y a des points rouges sur son bras parce qu'on s'apprête à la mesurer, mais vous voyez que son membre a quand même perdu pas mal de liquide. Donc, avec l'expérience qu'on a gagnée, on est les premiers au Canada à Maisonneuve, en affiliation avec la clinique de Dr. Towers, qui est dans le réseau McGill, à avoir une désignation de centre d'excellence dans ce qui s'appelle le Lymphatic Education and Research Network. On est super fiers de ça, ça fait 1 an maintenant. Puis ça nous permet d'avoir accès à des budgets de développement, puis des ressources, là, que ce soit physio, thérapeute, etc. Là, fait que on est bien équipés pour s'occuper de vous ici à Maisonneuve si jamais c'est quelque chose que vous développez. C'est tout. Félicitations! Merci beaucoup. Marie-Pascale Tremblay-Champagne, elle est l'instigatrice de cette magnifique soirée d'information. Elle est chirurgienne plasticienne au CIUS de l'île de Montréal. Notre prochaine conférencière est une passionnée de santé et de bien-être. Vous allez voir, elle porte plusieurs chapeaux. Elle a déjà étudié en soins infirmiers. Elle est monitrice de langue dans une école et aujourd'hui, nous la recevons alors qu'elle porte le chapeau de spécialiste du tatouage paramédicale de l'aréole 3D, Alexandra Roy. Bonjour, Alexandra. Ça va bien? Ça va très bien. Bonjour, vous allez bien? Oui. Oh, vous me semblez toute pétillante. Oui. Je suis contente d'être ici. Ouais. Vraiment, vraiment heureuse d'être ici pour partager ma passion avec tout le monde. Oui, je disais d'emblée que vous portez plusieurs chapeaux. Vous avez celui ce soir d'artiste qui se spécialise dans le tatouage paramédical. Vous avez votre propre compagnie qui s'appelle Alexandra Tattoo. Avant d'aller un petit peu plus loin, de comprendre votre cheminement puis de voir des photos, parce que je suis persuadée qu'ici, vous êtes super curieuse et curieux de savoir de quoi ça a l'air, un tatouage
tatouage du mamelon 3D. Tout d'abord, juste nous dire, c'est quoi ce soin-là exactement? En fait, c'est vraiment un tatouage. Je prends de l'encre de tatou avec la machine à tatou, des aiguilles de tatou, et je vais vraiment recréer un effet 3D, un effet vraiment semblable à un vrai mamelon, une vraie aréole. OK. En donnant l'ombrage, de la lumière. Donc, c'est ça qui fait ressortir comme le côté un petit peu 3D du mamelon au travers de l'aréole. Bon, on va se plonger là-dedans dans les prochaines minutes. Mais avant, Alexandra, j'aimerais vous entendre sur votre parcours. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement pétillant. Vous êtes beaucoup dans le bien-être, je le disais. Vous êtes monitrice d'école. Ce que vous faites avec les dames qui vivent un cheminement en cancer du sein, c'est aussi beaucoup d'accompagnement, de soutien moral. Donc, qu'est-ce qui vous a amené là? Parce que c'est quand même assez récent que vous êtes entrepreneuse dans ce domaine-là. Oui, effectivement. Dans le fond, tout a commencé en 2020. J'étais agent de bord pour WestJet avant. J'avais commencé mon entreprise en maquillage permanent des sourcils, puis également en esthétique. Puis, comme tout le monde sait, en 2020, la pandémie, donc j'ai temps plein à la maison avec mes deux petites filles et j'avais besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Je savais que j'aimais ce que je faisais, mais c'était pas encore ma passion. C'était pas encore mon point que j'étais, c'est ça vraiment que je veux faire. Et je me souviens toujours, je regardais des posts sur Instagram. Puis, j'ai vu une photo d'une survivante du cancer du sein qui venait tout juste de se faire donner un tatou, le tatou de l'aréole. Et ça m'a comme frappée. J'ai comme une lumière. J'ai fait, ben voilà, c'est ça. Vous devez comprendre que je me suis toujours cherchée professionnellement. J'ai toujours la misère à trouver ma voie parce que j'aime beaucoup de... C'est curieuse, une touche à tout. Je savais que je voulais aider le monde. Je savais que je voulais aider le monde, mais à ma façon, donner ma touche de magie. Quand j'étais jeune à l'école, j'aimais beaucoup les arts plastiques, j'aimais la biologie, j'aimais tout ce qui touchait un petit peu le côté médical également. Et ma mère aussi a eu le cancer, elle est décédée de 10 ans. C'était pas le cancer du sein, mais tu sais, j'ai vu ses besoins au travers de tout ça. Puis ma mère a beaucoup enseigné la spiritualité, tout ce qui touche par rapport au bien-être. Puis c'est ça aussi que je voulais apporter. Oui. Puis j'essaie de trouver un domaine qui touchait tout ça. Puis finalement, c'est quand j'ai vu cette photo-là, j'ai vraiment eu un moment de clarté. J'ai fait, c'est ça. Donc, j'ai pris un cours, je me suis pratiquée sur la fausse peau, j'ai refait un autre cours, je me suis pratiquée sur le corps à mon chum. C'est pour ça que je partage ça ce soir, mais là, c'est fait. Avant que je teste ma première patiente. Wow. Et quand j'ai fait ma première patiente, c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, c'est tellement gros. C'est plus qu'un tatou, c'est tellement gros qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je redonne aux femmes. Puis j'ai fait, c'est ça, c'est là que je me concentre. Vous disiez que vous avez eu un flash quand vous avez vu une photo sur les réseaux sociaux. Oui. Justement, montrez-nous de quoi ça a l'air. Bien oui, dans le fond, là, je vais vous montrer juste une petite photo en premier. Vous voyez qu'en plein travail, ici, le résultat. Wow! Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est la peau des patientes? C'est la peau des patientes. OK, donc, donc le bout du mamelon, c'est la peau que... Comment ça fonctionne, Alexandra? Comment on arrive à avoir un résultat aussi réel? En fait, c'est beaucoup... dans le fond, au début, on commence vous commencez dans le fond avec une consultation avec moi. Je regarde, je parle de votre... qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'est-ce que je réponds à vos questions? Je vous parle de mes services. Et je trouve la consultation importante parce que vous crée un lien ensemble. Je trouve que c'est la dernière étape. Donc, je veux que vous sentiez bien avec moi, puis je veux que vous soyez en confiance avec moi. Après ça, vous pouvez prendre votre rendez-vous pour le premier rendez-vous. Je suis ici à la clinique Évolution, clinique du docteur F. Caron, Geneviève F. Caron. J'ai également une clinique à Québec, Geneviève. Merci pour ça, ça rue Maguire. Donc, on commence, dans le fond, si c'est unilatéral ou bilatéral. Donc, l'unilatéral, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment recopier l'aréole, le dessin également du mamelon. Fait que dans le fond, je regarde, au début, je recopie le mamelon et ensuite, je regarde avec la hauteur, la largeur, diagonale. Dans le fond, je vais vraiment recopier l'aréole au travers.
par la suite, on regarde la couleur. Puis selon, tu sais, je regarde déjà votre type de peau, vous êtes Fitzpatrick, selon l'échelle Fitzpatrick. Donc, c'est une échelle de 1 à 6, dans le fond, dépendant de la couleur de votre peau, votre type de peau. Donc, 1, c'est vraiment très pâle, 6, c'est très foncé. Donc, je sais, j'ai déjà quelques couleurs dans ma tête quand que je vois votre type de peau, votre couleur de peau, mais on est tout le monde différent. Donc, je vais vraiment rechercher votre côté à vous. Puis, je mets vraiment la couleur sur votre mamelon et on le voit. Aussitôt qu'on voit la couleur sur le mamelon, on fait, ah, ben, c'est celle-là. Puis on fait ça ensemble. Je vous donne le miroir, comme vous voyez la photo ici. Puis, on regarde les couleurs ensemble. Puis, une fois, ah oui, c'est celle-là. On y va. Puis, pour le bilatéral, qu'est-ce que j'aime du bilatéral? C'est que c'est votre choix. Désirez avoir l'aréole plus grosse, plus petite, le mamelon plus gros, plus petit. Je sais qu'il y en a qui font des cœurs. Oui. Éventuellement, j'aimerais ça faire des fleurs aussi. Je travaille dans un studio à tatou pour justement pouvoir offrir plusieurs options à tout le monde. Et vous choisissez la couleur aussi que vous désirez. Puis on regarde tout ça ensemble. Puis une fois que tout est choisi, on commence à tatouer. Parler de consultation, d'un premier rendez-vous, pour avoir un résultat final, ça demande de venir vous voir combien de fois avant d'avoir un résultat final? Première question. Et sous-question, est-ce qu'on doit retourner faire des retouches? Oui, dans le fond, ça se fait en 2 rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, je prends des aiguilles un petit peu plus, de calibre un peu plus grosse. Dans le fond, je veux vraiment travailler sur votre peau et tout. Puis, le deuxième rendez-vous, on termine le tatou. Donc, c'est vraiment un petit peu plus de détails. Je perfectionne le tatou. Mais des fois, il y a des clientes, des patientes qui me disent, non, moi, je suis satisfaite avec juste le premier rendez-vous. J'aime la couleur, j'aime la forme, j'aime tout. Je laisse ça là. Mais souvent, c'est le fun de rajouter un petit peu plus de couleur pour rajouter un petit peu plus de poche. Exactement. Parce que les couleurs sont souvent un petit peu plus pâles. C'est sûr qu'environ peut-être 7, 8 ans plus tard, vous allez devoir faire une retouche. Oui. Puis ça va dépendre aussi de votre peau et tout. Puis la couleur, c'est sûr, je mets un petit rose pâle, ça va pâlir un petit peu plus rapidement que si je mets une couleur plus foncée. Mais c'est ça, dans le fond. Puis j'écris moi-même mes couleurs, vos couleurs, dans le fond. Quand vous revenez, je sais déjà les couleurs. Puis encore une fois, vous me dites, ben finalement, là, cette fois-là, j'aimerais l'avoir un petit peu plus foncé. J'aimerais ça. Fait qu'on peut toujours faire. Et la question que tout le monde se pose, tout ce qui est reconstruction mammaire à la suite d'une mastectomie en raison d'un cancer du sein, en raison d'une mastectomie préventive. Donc, lorsqu'on veut reconstruire le sein, c'est un service qui est couvert par le régime d'assurance maladie du Québec, par la RAMQ. Qu'en est-il du tatouage comme ça de l'aréole 3D? Malheureusement, ce n'est pas encore couvert parce qu'ils disent que c'est l'esthétique, ce n'est pas médical. C'est vraiment dommage, c'est frustrant. Je travaille fort là-dessus parce que vous ne devriez pas payer pour ça. Personne ne devrait payer pour ce service-là. C'est pour ça que, parfois, j'ai une merveilleuse amie qui me fait des petits colliers. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Là, elle me fait des petits colliers avec des petits seins dessus. Je vends des boules de Noël que j'ai dessinées. Des boules dessus. L'argent, 100% de l'argent que je reçois va aller pour aider quelqu'un qui a besoin de service de tatouage. Ça coûte combien? C'est au paiement. Ouais. Pour un côté, c'est 400 $. Donc, pour les 2 rendez-vous. Et pour les 2 côtés, c'est 700 $. OK. Puis je pense que je l'ai pas dit tantôt, c'est environ 8 à 12 semaines entre. OK. Oui, OK. OK. Plongez-nous dans vos. J'ai envie que vous passiez à travers vos diapositives puis que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui est quoi. Puis. C'est ça ici. Comme vous voyez, je regarde dans le fond la forme. Dans le fond, la cliente, pour elle, c'est un bilatéral. On a parlé de la forme qu'elle désirait avoir. J'utilise ce petit outil-là, dans le fond, pour faire le rond, mais c'est sûr que je fais pas le rond parfaitement rond. Un sein, un mamelon, c'est pas rond parfaitement. Ça a l'air non trop bizarre, je trouve. Fait que j'aime ça rajouter un petit peu plus je rajoute du pointillisme au travers, autour, pour que ça fasse une forme un petit peu plus naturelle. Et ça, on regardait les couleurs ensemble. Des fois, les clientes m'arrivent avec la photo de leur sein avant qu'il y ait l'opération. Ben moi, j'aimerais ça rechercher cette couleur-là. On essaie de la retrouver ensemble. Puis sinon, des fois, ils me disent, non, là, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Donc, on essaie quelque chose de nouveau. Moi,
en travail et le résultat final. Je vais vous montrer quelques résultats. Ça, c'est ma première patiente. Vous voyez, dans le fond, le premier, vous voyez un peu qu'elle a un peu de tatouage de fait. Ça s'est fait par son chirurgien dans le temps. Puis, dans le fond, elle a juste redemandé une retouche, mais un petit peu plus détaillée. Donc, moi, j'utilise vraiment la teinte, la couleur de l'angle de tatouage. Latéral. Des teintes ou tantôt on parlait d'une échelle de 1 à 6. Est-ce que c'est 6 teintes ou c'est vraiment un coffre à maquillage? Ouais. C'est même de diction. J'en ai. Chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, je veux la voir. Mais c'est comme pour l'aréole, souvent j'utilise 2 teintes. Donc, j'utilise, on appelle ça phase 1. Fait que, d'abord, je fais une phase. Après ça, je fais phase 2 qui est un petit peu plus pâle. Après ça, je retourne à la phase 1. Puis pour l'aréole, pour le mamelon, je choisis une couleur un petit peu plus foncée, plus rosée, dépendant. Et je choisis une autre couleur pour faire l'effet 3D. Donc, tout l'effet, dans le fond, la lumière. Regardez ici, en fond, en bas, dans le fond, je mets un petit peu plus foncé. C'est là qui fait que l'effet 3D ressort. Et je mets la couleur blanche sur le dessus pour l'effet de lumière. Est-ce que ça fait mal pour les patientes d'avoir ce tatouage-là comme un vrai tatou? C'est un vrai tatou, mais comme tout type de tatou, c'est toute cette même douleur de l'aiguille et Souvent, pour l'instant, toutes mes patientes m'ont dit qu'ils n'ont rien ressenti. Mais ça dépend de tout le monde. Il y a tout le monde qui me dit « Ah, ben je ressens des petits picotements » ou « OK », mais souvent, c'est pas désagréable. J'en ai une hier, c'était juste un coin. Il y avait juste un coin que ça était « Oh, je sens ». Mais après ça, c'était rien. Donc, mais je peux toujours utiliser une crème pour geler la peau. OK. Et la personne, elle sent vraiment... elle sent tout, elle sent pas bien. OK. Que ma patiente, je sens. Oui. Ça. Bien quand elle vient me voir. J'aimerais vous entendre parler de la symbolique que ça a pour vous quand vous en parlez. On vous sent presque émotive. Oui. Ça vient vous chercher. On voit que vous voulez être là pour les bonnes raisons. Avant de clore là-dessus, je voudrais juste informer les gens qui nous écoutent. Ça marche comment si on est intéressé par ça? Est-ce qu'on doit avoir une prescription du médecin? Est-ce qu'on en parle à son chirurgien oncologue ou on peut venir à votre porte ou aux autres cliniques qui offrent ce genre de service? Puis... même, est-ce qu'il faut attendre d'avoir fini certains traitements? On a parlé de radiothérapie tantôt avec le docteur Guertin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur le meilleur moment pour peut-être recourir au service puis vers qui se retourner? Souvent, c'est un minimum de 6 mois après la dernière chirurgie. OK. Et souvent, c'est les docteurs qui me réfèrent. Donc, souvent, j'ai des patients qui m'écrivent ou qui m'appellent, qui me disent « Ah, ben, j'ai été référée. » Et que ce docteur-là m'a référée. Mais sinon, vous pouvez me trouver sur mon site Internet. Je vais écrire à la fin. Sinon, non, pas besoin de note du docteur. Mais ça prend un minimum de 6 mois, juste pour être sûr que la peau est bien guérie à l'extérieur et à l'intérieur. OK. Et puis, comme je vous le disais, Alexandra, pour ceux en présentiel, en virtuel, parlez-nous de la symbolique pour vous d'avoir trouvé cette passion-là. Ah, ça, je vais juste vous montrer. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, tu sais. C'est pas juste un tatou. Désolée, je suis émotionnelle quand je parle de ça. C'est correct. C'est gros. C'est quand je vois la patiente se regarder en miroir. Puis, ce regard-là, quand elle se regarde, elle se retrouve. Tu sais, qu'elle dit, oh mon Dieu, tu sais, je retrouve ma sécurité, mon estime de soi, ma confiance en moi. Je me sens, le sentiment d'être complète, d'être entière. C'est fort, c'est puissant, ce regard-là. Puis, je pense ce regard aussi de libération, de victoire. Parce que quand vous venez me voir, c'est terminé. On termine le chapitre. Mm-hmm. On termine ce chapitre-là de votre vie, puis on boucle la boucle. C'est terminé. C'est ça que j'ai comme réaction. Comment ne pas aimer ça? Comment ne pas aimer ça? Mais c'est merveilleux. J'adore. Puis, c'est pas juste ça aussi que j'apporte. Tu sais, ma première patiente,
elle me disait, tout le monde est différent, mais elle me disait, tu sais, je me sens plus féminine, je n'osais même plus m'acheter des petites robes, des petits bikinis. Puis quand j'ai fait son tatou, je l'ai appelé quelques jours plus tard pour dire, est-ce que tu aimes toujours ton tatou, mais aussi comment tu te sens par rapport à ce nouveau mamelon-là? Puis elle me disait, oh, je l'adore, je l'aime tellement, j'ai juste hâte de m'acheter une robe d'été, j'ai juste hâte de m'acheter des petits bikinis. Elle me dit, j'arrête pas de flasher off mon copain. Puis, c'est ça que j'amène. Ça, c'est beau. Tu sais, j'avais pas pensé à ce côté-là également. Donc, c'est ce côté-là aussi que j'apporte. Merci infiniment, Alexandra. Alexandra Roy, alexandraroytattoo.com. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter son site web. Encore une fois, merci. Vous êtes vraiment c'est touchant, votre présentation, puis ça fait du bien de vous avoir parmi nous ce soir. Pour clore la période conférence, on vient d'entendre une version témoignage. Maintenant, on a la chance d'avoir 2 patientes partenaires avec nous, dont l'une qui est la chargée de projet d'espace partenaire en cancérologie, Sandy Auberoy, et elle est accompagnée, oui, d'une de ses complices dans ce beau projet qu'est Espace Partenaire en cancérologie, Linda Landry. Alors, mesdames, je vous invite à vous asseoir et on va bouger un petit peu notre setup télévisuel, si vous me permettez l'anglicisme. Merci, mesdames. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Comment vous vous sentez d'être le clou de la soirée comme ça? Après ce qu'on vient d'entendre, j'avais les larmes. Vraiment, on se sent fébrile aussi. On est tellement heureuse aussi d'être là, puis de pouvoir parler d'espace partenaire, puis de vous savoir en personne. C'est tellement fantastique, hein, Marie-Pierre? Oui, c'est une belle soirée. Ça fait du bien d'être parmi vous, puis de sentir qu'on est là pour vous accompagner. Puis c'est la raison d'être d'Espace Partenaire en cancérologie. Sandy Auberoy, toutes 2, vous êtes patientes partenaires, donc des femmes qui ont vécu avec une expérience du cancer du sein. Et Sandy, vous êtes la chargée de projet d'Espace Partenaire en cancérologie. Dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'Espace Partenaire en cancérologie? C'est une grosse question, ça, Marie-Pierre. Parce qu'on a beaucoup à dire, hein? On a beaucoup, mais on a 12 minutes. Mais on a 12 minutes. Mais je dirais qu'un exemple, c'est ce soir. Je me sens tellement fébrile parce que c'est ce que ça représente, l'Espace Partenaire. C'est nos spécialistes avec leur axe d'excellence. C'est nos collaborateurs que j'ai vus, nos partenaires dans la salle. C'est nos patients partenaires. Hein. Puis notre slogan de tout au CIS de l'Est pour le partenariat, c'est vraiment de partager, d'échanger, puis d'avancer ensemble. Ouais. Fait que c'est ce qu'on a comme preuve, puis je trouve ça fantastique. Vraiment. Linda? Oui, puis je pourrais même ajouter d'accompagner, d'écouter, de recevoir, d'échanger nos parcours de soins, d'échanger notre trajectoire de soins, notre vécu, qui est différente pour tous les patients. Chaque cancer est unique. Chaque traitement, chaque chirurgie, chaque reconstruction est différente. Mais le fait que nous sommes plusieurs bénévoles, nous sommes 2 aujourd'hui, mais on est quand même plusieurs qui nous accompagnent, qui sont présents à l'Espace Partenaire et qui font de l'accompagnement aussi, soit en présence ou par téléphone. Et puis, ça peut aider à diminuer le stress, la détresse de l'annonce suite à partir de l'annonce d'un diagnostic jusqu'aux préoccupations pré-, post-traitement, effets secondaires. Donc, de rassurer de par notre vécu, comme un radio-oncologue disait, les infirmières, médecins, techniciens sont les spécialistes de la maladie et des procédures. Et nous, les patientes partenaires, nous sommes les spécialistes du vécu de la maladie. Donc, on peut parler de notre vécu, des émotions, des craintes et de rassurer dans la trajectoire de soins. Donc, c'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui et pour partager un petit peu le développement depuis 1 an de l'Espace Partenaire, mais qui en a aidé plusieurs, mais on veut en aider encore bien d'autres. Expliquez-nous concrètement, justement, Linda, en tant que patiente partenaire, et quand vous nous dites accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire, ce accompagnement? Vous parlez au téléphone, en personne? C'est qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, écoutez, je vis avec telle situation, j'ai besoin d'en parler. Est-ce qu'on vous demande des conseils? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de
précise de votre rôle auprès de ces gens-là? L'espace partenaire est là pour offrir des services, par exemple, offrir des services de référence, des renseignements, référer à des bonnes ressources, etc. L'accompagnement, c'est un peu plus spécifique. C'est parti d'un projet de recherche qui s'appelle Parole Onco, qui a eu lieu dans plusieurs établissements de la province de Québec, dont Maisonneuve-Rosemont et le CHUM. Et puis, nous sommes quelques personnes qui sont des patientes accompagnatrices, donc on a été formés. Et ça avait commencé à la fin 2019, plus spécifiquement ici en radio-oncologie avec Dr. Israël Fortin. Et puis, la COVID est arrivée, évidemment. Donc, on était présents sur place pour rencontrer les patientes après leur rendez-vous, après la clinique du médecin, pour celles qui voulaient bien échanger, poser des questions. Mais un mois après la COVID, et là, je me dis, on ne peut pas laisser les patientes seules à la maison. Il faut les aider, il faut communiquer avec elles par téléphone. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des appels téléphoniques. Et quand on reçoit, parce qu'on est différentes patientes avec différents vécus, différentes trajectoires de soins, donc, Sandy reçoit les demandes d'accompagnement et elle décide à qui elle va référer la patiente. Donc, dépendamment de la situation, celle qui a vécu une reconstruction comme moi, ou celle qui a vécu de la chimio, radiothérapie, etc. Donc, elle essaie de faire, excusez-moi l'anglicisme, mais le match parfait pour rassurer le plus notre patiente. Et si pour X raison, dans mon parcours d'accompagnement, la patiente avait besoin de se faire rassurer pour la radiothérapie, la reconstruction, etc., mais moi, je n'ai pas eu de radiothérapie. Donc, à ce moment-là, bien, elle va poursuivre avec une autre collègue qui a un vécu. Donc, on s'entraide entre nous, on essaie vraiment de répondre le plus possible aux besoins de la patiente. J'allais juste rajouter une note, c'est un projet de recherche, puis ici au CIUS de l'Est, c'est un service à tous les patients, peu importe votre trajectoire, là, on l'offre, c'est un service au programme de cancérologie d'avoir un accompagnement. Alors ça, c'est quand même assez unique, là, je pense, au Québec, qu'on a pérennisé le projet, mais qu'on l'offre à toute trajectoire de soins. Donc, voilà. Puis je voulais aussi rajouter, dans l'offre de service, on l'a pour les gens à la maison, là, je ne sais pas où je regarde, en tout cas. Bon. Il y a ce plan-là ici. On offre, oui, c'est ça. Alors, on offre un local, comme on disait, on peut vous écouter vos inquiétudes, hein, on peut partager avec vous, on peut vous donner de l'information, on a de la documentation. On a aussi un salon virtuel sur Teams, on peut se donner rendez-vous, on peut se voir, c'est confidentiel dans ce sens-là. Et quand on est ouvert au local, on peut aller au salon virtuel. On a une infolettre qu'on envoie aux patients aux 2 semaines. Puis c'est par et pour les patients avec nos professionnels ici. Donc, c'est pour vous faire du bien, c'est des ressources qui sont offertes ici ou dans la communauté, qu'on se fasse du bien, là. Puis, je veux juste faire un petit message, je l'ai mis sur la petite annonce ici, mais on offre enfin en personne, comme ce soir, on vous voit en personne, on est tellement contents. On offre de l'art-thérapie qui va commencer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec notre partenaire. Donc, tranquillement, on va recommencer à vous voir, à se faire du bien ici dans nos murs. On est vraiment, vraiment contents. Bien, merci d'être avec nous, mesdames, et de nous partager votre histoire. Vous venez de nous parler d'Espace Partenaire en cancérologie. On est réunis ce soir pour vous sensibiliser, pour vous informer sur tous les types de reconstruction mammaire. Et je prends bien soin de dire tous les types. Et Sandy, j'aimerais ça d'ailleurs que tu rebondisses là-dessus, de démontrer qu'il y a tout un éventail de possibilités et que ce choix vous appartient. Et j'aimerais que tu nous en parles de l'importance de s'informer pour faire le choix que l'on souhaite. Oui, c'est tellement important. On est tous uniques, hein, Linda? On le sait, on accompagne des patientes avec différents besoins. Ils sentent beaucoup de pression. Puis, on se rencontre à chaque semaine, les patients partenaires. Puis, en préparation à ce soir, on a mis toutes notre expérience d'accompagnement. Puis, il y a des femmes qui sentent de pression de toutes sortes, de la pression pour X ou Y. C'est important de s'écouter, de parler à votre équipe médicale, de parler à quelqu'un, hein, Linda. On peut en parler tantôt, mais tu m'exprimais le besoin que tu avais eu à un certain moment d'échanger, d'aller parler à quelqu'un qui a vécu la même chose. On a une inquiétude. Des fois, ça peut faire toute la différence d'avoir cette réponse-là.
on dort plus, on pense à quelque chose. Puis, même ce soir, avec tout ce que j'ai vu, j'ai eu tellement de réponses parce que moi-même, je suis en... Exact. Mais oui, je suis en train de... Moi, j'ai eu un cancer il y a 9 ans, là, mais là, la donne a changé un peu. J'ai une mutation génétique qui va peut-être m'amener à faire un choix là, prochainement de l'ablation des seins. Puis, ça change, hein? Parce que vous aviez eu une mastectomie partielle, oui, donc pas de reconstruction. Non, pas dans mon cas, non. Puis, et là, vous êtes en réflexion. Oui. C'est important, on change, il faut écouter. Puis là, j'ai vu ma blonde, c'est incroyable, Alexandra, ce qu'elle fait. Alors, d'aller chercher l'information comme ce soir, puis je suis allée revoir la présentation de l'année dernière où on avait aussi un témoignage de Madame, c'était Manon, Manon qui était tellement touchant, qui avait vécu une autre reconstruction complètement. Là. Alors, d'aller écouter, d'aller voir l'information, si c'est important pour vous, là, de s'écouter. Oui. Et justement, Linda, vous avez eu une reconstruction avec prothèse permanente, un peu ce que nous a présenté dans le fond tantôt le Dr Guertin. Tout à fait. Parlez-nous de votre expérience. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là? Et Sandy, je vous invite justement à poser vos questions à Linda selon son expérience, parce que vous êtes dans cette période de réflexion. Oui, mais je peux vous parler de mon expérience, mais moi, ça n'a vraiment pas été un choix difficile. Mais dans le fond, ce qu'il faut, c'est écouter nos besoins, écouter nos valeurs. Il ne faut pas le faire pour faire plaisir à son chirurgien ou à son conjoint ou à son ami, parce que son ami l'a fait la reconstruction. Il faut le faire parce que c'est important pour nous. Mm-hmm. Donc, moi, depuis, j'ai eu un cancer en 2015 et j'ai eu une ablation complète du sein droit. Et j'avais le choix. J'aurais pu me faire faire une mastectomie partielle ou une mastectomie complète. Il ne faut pas oublier que vous avez toujours plus d'un choix. Ce qu'il faut demander à votre chirurgien, c'est quelle est la conséquence si je le fais ou je ne le fais pas, si je fais telle chirurgie ou telle chirurgie. Et une fois qu'on comprend tout ça, qu'on a l'information, on peut prendre une décision bien éclairée. Donc, c'est important de poser des questions, échanger avec des gens qui ont eu des chirurgies, parler avec, parce que maintenant, il y a tout un réseautage. Moi, il n'existait pas des services comme maintenant, mais j'ai appelé la Société canadienne du cancer et puis j'ai voulu parler à une personne qui avait vécu ça. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'avoir une mastectomie totale plutôt que partielle? C'est que, premièrement, j'avais un petit volume de sein et j'avais 2 masses, dont une très près du mamelon. Et il fallait m'opérer rapidement parce que les 2 masses auraient pu se fusionner et faire une plus grosse masse, donc arriver à un stade plus avancé. Donc, on m'a recommandé de m'opérer rapidement. Et là, parce que c'était sous le mamelon, il fallait enlever assez une grande partie. Et si on avait fait une mastectomie partielle, ce qui aurait été restant comme glande mammaire, n'aurait plus eu l'air vraiment d'un sein. Ça serait très petit. Mm-hmm. Donc, mais j'aurais eu quand même à faire de la radiothérapie pour protéger cette partie-là. Donc, elle m'a suggéré de faire une mastectomie complète, ma chirurgienne. Et puis, là, elle m'a montré des photos. Dès le premier rendez-vous, j'étais un peu, comme vous voyez les photos ce soir, puis là, tu apprends le diagnostic et tout ça. J'étais un peu sous le choc. J'ai dit, laissez-moi réfléchir. Ouais. Mais je me sentais bien avec ça. D'apprendre juste le mot cancer diagnostic. Je suis allée chez moi, j'ai pensé à tout ça, puis je me suis dit, dans le fond, ce que je veux, c'est survivre, être en santé, puis je veux essayer de retrouver le plus de féminité que je peux avoir. Donc, je suis allée avec la reconstruction complète. Et moi, je suis infirmière de profession et dans les années 80, début 80, quand j'allais faire des soins à domicile, je voyais des mastectomies totales. C'est pas les mêmes techniques que maintenant. Là. Je pense que les chirurgiens peuvent en parler. C'était un peu creux. Je vous dis que c'est un peu creux. Quand j'allais faire les pansements à la maison, je me disais, c'est pas ça que je veux, moi. Mm-hmm. Et puis, on m'a expliqué que maintenant, ça a changé, que c'est beaucoup moins invasif. Les techniques sont beaucoup plus allégées. Oui. Et on garde l'enveloppe du sein. Et c'est vraiment les glandes mammaires qu'on enlève. Et puis, on m'a installé un expanseur dont on parlait tout à l'heure avec la valve. Et il y avait déjà un petit peu de liquide dedans. Puis comme moi, j'avais un petit volume de sein, après l'opération, j'ai dit « My God! » j'ai déjà un sein.
J'étais comme déjà rassurée. Puis là, mon plasticien, il faut que la cicatrice guérisse. Une chose à la fois. Quelques semaines ensuite, on a commencé les injections d'eau salée par la valve. Et puis, tranquillement, il fallait étirer. Mais moi, j'avais moins de peau, là. Déjà, je n'avais pas beaucoup. Et en plus, j'ai une scoliose. Donc, il fallait évidemment que ce soit du côté de la scoliose, c'est la colonne en S. Et l'omoplate ressort derrière. Donc, je suis peut-être un cas sur 1 million, là, mais bon. La scoliose n'a pas vraiment rapport au choix de la reconstruction, mais la peau était déjà un petit peu étirée vers l'arrière. Donc, on me proposait de me faire une reconstruction. Moi, je dis, ça va répondre à mon besoin de féminité, mon besoin d'avoir les deux seins égaux, parce qu'ils étaient déjà un petit peu inégaux. Et puis, là, bon, quand le liquide a commencé à entrer de plus en plus, ma peau devait s'étirer. Et j'en avais pas beaucoup de peau. Fait que là, j'ai dit au chirurgien de ralentir la quantité de liquide. Puis il a répondu à mon besoin. Puis quand il est arrivé à la dimension symétrique de l'autre côté, bien là, il a pu procéder à la chirurgie. Donc, par le même site, la même cicatrice, il a coupé, il a enlevé l'expanseur et il a mis une prothèse de silicone. Dans mon cas, moi, il fallait que j'ai une prothèse de silicone parce que, bon, c'était ce qui était le plus approprié pour moi. Mais chaque femme a une physionomie différente, a des besoins différents. Les chirurgiens sont là pour vous recommander quel type de prothèse vous avez besoin, quel type de chirurgie. Donc, il faut vous sentir en confiance. Ce sont des experts et moi, je n'ai pas regretté depuis le début de l'avoir fait. Et puis, c'est sûr que, comme tout à l'heure, je pense dans la présentation de Dr. Guertin, la prothèse de silicone va toujours rester pareille. On peut nous maigrir ou engraisser. Donc, c'est sûr que le sein de l'autre côté, lui, peut changer un peu. Mais là. Puis il bouge aussi. Il y a la gravité. C'est ça, il y a la gravité que la prothèse de silicone n'a pas, mais ça, on me l'avait bien dit. Puis, je vis très bien avec ça. Là. Donc, plus de casse-tête pour les maillots de bain, plus de casse-tête pour les soutiens-gorge. Je le recommande à tout le monde, mais bon. Pour vous, ça a été à vos besoins, puis vous êtes satisfaite. C'est ça, il faut vous écouter. Il ne faut pas le faire pour d'autres personnes. Et depuis 2015 que je suis impliquée dans le bénévolat, et j'ai croisé des patientes qui avaient fait le choix de ne pas faire de reconstruction. Et elle vivait avec une prothèse externe dans un soutien-gorge. Et puis, elle vivait très bien avec ça. Puis, elle ne voulait pas aller vers la reconstruction parce que, bon, je ne suis plus à un âge pour ça ou je vis seule. Bon, pour toutes sortes de raisons. C'est personnel et ça vous appartient. Il ne faut pas le faire parce que d'autres le font. C'est vraiment un choix personnel. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, ma vie, après la chirurgie, ma vie est redevenue normale. Puis, c'était comme si c'était tout derrière moi, ces étapes-là, tout cet épisode-là de brouillard et de stress et de détresse. Mais je peux vous dire que la patiente à qui j'ai parlé, parce que la valve me préoccupait, je sentais une masse, je me disais, est-ce que la prothèse permanente va être comme, ça va être dur comme l'espèce de valve qui était là, puis elle me disait, non, surtout moi, j'avais pas beaucoup de gras. Non, c'est vraiment la forme de la prothèse est adaptée à votre corps. Votre chirurgien vous recommande ce qui est adapté à votre corps. Donc, c'est mon vécu et je ne le regrette pas, je le recommande à tout le monde. Et je vois que l'évolution de la technologie, c'est encourageant. Maintenant, on peut le faire sans expanseur. Donc, que ce soit fait en une fois. Évidemment, ça dépend de la physionomie. Probablement que moi, avec la limitation de la peau qui est disponible, ça aurait peut-être été difficile, mais pour une personne normale qui n'a pas une scoliose, j'imagine qu'ils étaient évalués en conséquence. Sandy, vous avez une mastectomie partielle. Donc, est-ce que vous portez une prothèse externe? Non, j'en ai pas eu besoin. C'était pas assez gros comme. Mais là, moi, j'ai des questions, par exemple. Oui. Il y a deux questions, en fait. Je vois l'expanseur. On en entend parler, je l'ai vu tout à l'heure. Ça fait-tu mal? Ça tire? Non, on ne le sent pas au début. On ne le sent pas parce que c'est comme une petite poche qui est là, mais je sais pas, il y a des tissus là, qui ont été coupés, puis c'est comme tout type de chirurgie. Après une chirurgie, là, c'est normal qu'il y ait qu'on ait moins de sensibilité, donc on sent moins un peu. Là. Donc, moi, je ne sentais pas de douleur. C'est vraiment quand ils ont commencé un petit peu à injecter, puis aussi c'était quelques mois après la chirurgie, donc la sensibilité revenait. OK, puis, mais je sentais qu'il y avait quelque chose là. Mais quand il rajoutait, là, ta peau allait quand j'arrivais vers la fin, là, je sentais que, vu que, bon, moi, j'avais un petit peu moins de peau que la normale,
des gens. Donc, je sentais que ça allait tirer un peu. Puis, mon chirurgien est allé plus lentement. Puis, la peau a pris le temps. Mais c'est comme une femme enceinte. On ne peut jamais penser qu'on va avoir un bébé de 9-10 livres dans notre ventre. Puis, ça se fait donc. Un sein, c'est quand même plus petit. Puis, c'est tout à fait réalisable. Ouais. Je ne sais pas si on a encore du temps. J'avais une autre question. Oui, vas-y, Sandy, on pourrait clore. OK. Oui. Sensibilité. Est-ce qu'on sent quelque chose après? Est-ce que la sensibilité des seins revient? Oui, c'est ça. Ce que mon chirurgien m'avait recommandé, c'était de masser. De masser beaucoup pour activer la circulation. Masser beaucoup, et c'est ce que j'ai fait. J'ai une amie aussi qui est ergothérapeute qui m'a donné ses recommandations et pour aider aussi à activer la circulation, la cicatrisation et tout ça. Ça revient partiellement. Je ne peux pas dire dans mon cas à moi, c'est partiel. C'est évidemment pas le même toucher ou la même texture qu'un sein normal, mais de plus en plus avec le temps, plus je sens que la sensibilité revient. Mais c'est pas revenu à 100%. Et j'ai aussi la reconstruction d'un mamelon, d'une auréole et d'un mamelon. Et puis, je sais pas, elle est où, Alexandra? Mais il y a peut-être des patientes qui sont moins sensibles que moi, mais moi, j'ai trouvé que le tatouage me fait plus mal que tout le reste. On est tous uniques. C'est ça. C'était comme une petite brûlure. C'était pas quelque chose de très gros. C'était comme une brûlure. Puis quand c'est guéri, c'est guéri. Mais moi, j'imaginais les gens qui ont les bras, les jambes tatouées. My God, comment ils font. Mais une fois que c'est guéri, c'est guéri. Puis il y a eu une coloration similaire à l'autre côté. Mais évidemment, comme on voyait sur les photos, ça s'efface avec le temps et ça pâlit, mais j'ai appris à vivre avec ça. Mais là, je viens de découvrir qu'il existe une nouvelle technologie. Donc, oui! On a appris beaucoup ce soir. Merci beaucoup, mesdames. Oui, Sandy Auberoy, patiente partenaire, chargée de projet de l'espace partenaire en cancérologie. Linda Landry, patiente partenaire justement pour l'espace partenaire en cancérologie. Sandy, veux-tu juste mettre la diapositive sur laquelle on voit les coordonnées de l'espace partenaire en cancérologie pendant qu'on déplace le studio de télévision en mode période de questions. Alors, mesdames, vous pouvez vous lever, on va aller s'asseoir et on va prendre les questions du public et en mode virtuel. Alors, est-ce que si on regarde la caméra au coin, les gens nous voient en ce moment? Super. Donc, on se retrouve pour clore cette soirée d'information, sensibilisation. Encore une fois, merci à tous nos spécialistes, nos patientes partenaires qui sont avec nous ce soir. Puisqu'on est en présentiel, j'ai envie de donner l'honneur à quelqu'un dans la salle de poser la première question. Mon amie Jessica est juste à côté. Vous levez la main si vous avez des questions en nommant le spécialiste à qui vous souhaitez l'adresser. Ah oui, il y a madame ici. Puis, j'ai également, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont à la maison, j'ai vos questions sous les yeux. On va alterner comme je le mentionnais tantôt. Je vais vous passer mon micro pour la réponse. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est peut-être plus avec Alexandra, mais c'est un peu général. Moi, je suis rendue à faire la reconstruction en février des mamelons. J'ai eu la mastectomie bilatérale complète. Puis, ma plasticienne, moi, je suis à Pierre Lagardeur. Elle me entamé ça en février, mais elle me disait que le tatouage, c'était inclus dans la RAMQ, donc je comprends pas très bien ce qui s'est dit ce soir. Donc, c'est sûr que là, je me dis, OK, c'était inclus dans la RAMQ. J'étais contente, tant mieux, tu sais. Mais si ce n'était pas, j'allais aller chercher, j'aurais été chercher quand même de toute façon. Là, j'aurais trouvé le moyen d'aller chercher, de faire ce paiement-là, parce que pour moi, c'est important. Je vais me sentir plus complète, comme vous disiez, tu sais, c'est ça. Mais je ne comprends pas très bien. Non, c'est le fait, c'est que si le chirurgien ou la chirurgienne le fait, c'est inclus dans la RAMQ. Il faut que ce soit le spécialiste chirurgien. Exactement. Qui le fasse. Mais elle me renvoie quelque part, c'est pas elle qui le fait, c'est une collègue chirurgienne. Mais ça reste une chirurgienne. C'est ça, exactement. Okay, fait que d'abord, pour vraiment, faites vos recherches. C'est votre dernière étape, hein. Fait que vous voulez avoir. Puis il y en a peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas accessible non plus à tout le monde. Fait que, exactement. Puis c'est pour ça que j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vendre, avoir des fonds, avoir des dons de tout le monde pour que ça devienne accessible à tout le monde, que tout le monde ne doit pas payer pour ce service-là. Ben, c'est parfait, merci. Merci.
Merci beaucoup, madame, pour votre question. Merci, Alexandra, pour la réponse. Prochaine question qui s'adresse à Dr. Guertin. À quoi puis-je m'attendre si je commence de la radiothérapie avec une récente reconstruction mammaire par implant? Bon, écoutez, c'est plus une question de statistique. Ça dépend de votre type de tissu, de votre état de santé, de vos habitudes alimentaires, tabagisme, alcool, etc. C'est tous des phénomènes qui vont influencer la qualité de la guérison, incluant votre génétique. Il y a des patientes qui vont rester complètement souples après des radiothérapies, puis il y a des gens qui vont devenir durs comme de la roche. C'est difficilement prédictible. Il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, une fois qu'on a eu la radiothérapie. Si vous êtes pris, l'implant a été posé, puis là, le diagnostic a changé, la patho a changé, le plan de traitement, vous devez avoir de la radiothérapie. Je dis à mes patientes, écoutez, le plan, là, c'est la survie. On veut survivre le cancer. Allez-y. Puis moi, je vais dealer avec ce qui va rester après. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. On n'est pas arrêté. Encore là, c'est jusqu'à où vous voulez investir dans votre traitement. On peut retourner, on peut faire des capsulectomies. Il y a des insertions de mèches d'ADM qui ont démontré une baisse des taux de capsules et également l'injection de graisse en sous-cutanée qui va améliorer les contours. Fait qu'on a encore des choses à offrir aux patients. Et puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent encore. Malheureusement, pour moi, c'est toujours l'ennemi de la radiothérapie, mais vous, c'est votre ennemi, ça vous aide à guérir. Fait que si une patiente vient me voir et elle a le choix, moi, j'ai un meilleur taux de succès avec une mastectomie totale et une reconstruction totale. Mais des fois, les patientes, ils vont aimer mieux de conserver leur sein, avoir la radiothérapie. Ça aide bien aussi. Évidemment, moi, tous les patients qui ont eu la radiothérapie, c'est ceux qui ne vont pas bien. Ceux qui vont bien, je ne les vois pas. C'est ça. Fait que je suis un peu biaisé. Mais c'est difficile à prédire. Chaque patiente est indépendante, puis on voit de tout, nous, dans notre pratique. Merci beaucoup, Dr. Guertin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question? Oui, certainement. On va venir à vous, madame. Ça ne sera pas bien long. C'est Joanne, hein, votre nom, c'est ça? Oui. Bonsoir à tous. Bon, moi, je vous témoigne de mes expériences oncologiques. Bon, j'ai été opérée pour un cancer du sein en 2008. J'ai eu de la radiothérapie, chimiothérapie, l'Herceptin. Je remercie sincèrement l'équipe soignante de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui m'ont soignée. Ça me fait chaud au cœur, mais ils sont là, ils m'ont prise à temps quand j'ai eu une mastectomie partielle et ils m'ont dissecté les ganglions. La plus grande, ça a été la sentinelle, je crois. Donc, ça fait comme un collier. Excusez-moi, ça fait comme un collier. Si je n'ai pas de collier pour la tenir, c'est à ce moment-là que la sentinelle a été enlevée. Je n'avais pas le choix. Je suis guérie et sincèrement, je vous écoute, vous tous. Bravo, ne lâchez pas. L'équipe soignante, les témoignages de conférenciers, médecins, oncologues. Bravo tout le monde. Ça me fait chaud au cœur. Merci, Joanne. Merci infiniment. C'est touchant de vous entendre. Vous avez raison de le dire qu'on est choyé d'avoir des experts comme les nôtres au CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour vous soigner. J'ai une question ici de Madame Lemieux. Elle peut autant, d'après moi, s'adresser à nos chirurgiens plasticiens qu'à Alexandra. Je vais la poser, puis vous me direz qui d'entre vous est mieux placé pour répondre. Je suis atteinte, Madame Lemieux, qui nous dit « Je suis atteinte d'un cancer du sein triple négatif, porteuse du gène BRCA1. Je ferai une double mastectomie suivant mes traitements de chimiothérapie. La chirurgienne dit potentiellement pouvoir garder mes mamelons. Mais je suis craintive, je ne semble pas trouver de statistiques sur les risques de les garder, de développer peut-être un nouveau cancer ou une récidive. Qu'est-ce que vous recommandez quand on fait une mastectomie? Est-ce qu'on les garde, les mamelons, ou on ne les garde pas? Oui, je peux prendre la question. C'est une question qui doit être répondue, je vous dirais,
En premier lieu, par votre chirurgien oncologue, parce que surtout quand vous avez un cancer actif, il y a des raisons pour lesquelles c'est pas sécuritaire de garder les mamelons. Donc, ça, c'est un peu non négociable pour nous. Après ça, si un chirurgien oncologue nous dit ou dit au patient, ben écoute, je peux le garder, je peux ne pas le garder. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le gros de la littérature médicale des dernières années, il y a très peu de tissu mammaire qui se trouve directement derrière le mamelon. C'est moins de 1%. Donc, quand ils font des études de cohorte puis ils suivent différents groupes de patients, il n'y a pas un taux de récidive plus élevé chez ceux qui ont gardé leur mamelon que ceux qui ne l'ont pas gardé, quand les conditions oncologiques étaient là pour le faire. Ceci étant dit, les connaissances médicales changent constamment, puis ceux qui se gardent le plus au courant de tout ça, puis tout ce qui est nouveau, c'est vos chirurgiens oncologues. Nous, on est là pour vous appuyer quand le chirurgien oncologue a dit oui et que ça vous intéresse. Nous, on donne notre apport vraiment pour l'esthétisme de la chose parce que malheureusement, il y a certaines patientes pour des raisons esthétiques, ça ne fait pas beaucoup de sens de garder le mamelon parce que le mamelon va se déplacer suite à des mastectomies. Donc, si on a un sein qui est très bas, ptosé qu'on appelle, avec le mamelon très bas, habituellement, on ne le recommande pas parce que ça ne donne pas des bons résultats, puis même ça augmente les risques chirurgicaux. Donc, c'est une question complexe, mais dans les cas de BRCA ou d'autres mutations génétiques, ça peut tout à fait être fait de garder les mamelons. OK. Bien, merci beaucoup, Dr. Tremblay-Champagne. Merci, Jessica. J'ai une question que je vais adresser à Alexandra, mais je n'aurai peut-être pas besoin de vous passer le micro. Je vais juste confirmer selon ce que j'ai appris aussi dans votre présentation. Il faut attendre combien de temps après la reconstruction mammaire pour le tatouage? Vous aviez parlé d'un 6 mois, n'est-ce pas? Minimum 6 mois. Peut-être, encore une fois, vous parliez de s'adresser à son équipe de soins avant de se tourner vers un spécialiste pour le tatouage du mamelon paramédical. Peut-être vous informer si dans votre trajectoire de soins, c'est rendu un bon moment justement pour recourir à ce type de soins. Est-ce qu'encore une fois, on a quelqu'un dans la salle? Oui! Bonsoir. Premièrement, je m'excuse, je ne parle pas bien en français, mais je vais essayer de poser la question. OK. Ça fait 5 ans que j'ai mastectomie de sang droit total. Mais dans ce moment, je ne réfléchis sur mon reconstruction parce que mon tumeur, il a grandi chaque jour, mais je sens que l'urgence est d'enlever le tumeur rapidement, pas de réfléchir si je serai capable de continuer ma vie sans mon sein. Mais je suis venue, ça fait 3 ans ici, je viens comme étudiante et j'ai réussi mes études, je viens de recevoir mon permis de travail. Ce permis me donne l'accès à la carte maladie, mais maintenant je ne suis résidence permanente. Mais je voudrais savoir s'il y a quelqu'un programme qui me permettrait d'accéder no sé, pardon, je ne sais pas si... Avoir accès au système de santé. Oui, mais spécifiquement pour parler ou pour recevoir. Dans mon pays, jamais je recevoir... j'ai reçu aide psychologique ou, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu la symptomatologie de pas de système lymphatique sur mon bras. Je sais que j'ai enlevé, à moi, m'enlevé les ganglions. Oui, certainement, si vous avez maintenant une carte d'assurance maladie ou il y a même des personnes qui n'ont pas encore l'assurance maladie, mais qui sont sous la Croix-Bleue fédérale pour des réfugiés ou des choses comme ça. Dès que vous avez une assurance quelconque, que ce soit la Croix-Bleue ou la RAMQ, vous pouvez avoir une consultation
en plastie avec nous, ça va nous faire plaisir. On a des patientes qui viennent nous voir puis qui, des fois, qui veulent juste des informations. Ils ne sont pas nécessairement prêtes à se faire opérer tout de suite. Ils vont y réfléchir. Mais comme je disais avant ma présentation, des fois, une consultation, c'est pas assez parce que c'est beaucoup d'informations. Fait que on est habitué, des fois, on revoit la même patiente 4 fois là, avant de prendre une décision. Fait que c'est correct. Il faut juste une référence à nous, puis on va vous voir avec plaisir. Pour tout ce qui est du reste, suivi psycho, etc., sûrement que l'espace partenaire aurait peut-être des contacts ou des ressources à vous suggérer. Fait que je vais leur passer le micro. Ben, c'est sûr qu'il y a des ressources qui existent. De communiquer avec nous, on peut se parler aussi là, tout de suite après, puis on peut vous mettre en contact avec du soutien. Il y a plein d'organismes communautaires, des partenaires avec nous. On est là pour vous. Pas de problème avec ça. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Je vais dans les questions de nos téléspectateurs. Celle-ci s'adresse Dr. Guertin. Est-ce que la valve en métal qui est placée sur l'expanseur peut nuire aux radiations lors de la radiothérapie? Est-ce que le métal pourrait faire dévier ces radiations et toucher d'autres organes, le cœur et les poumons? C'est une excellente question. Alors, c'est un sujet de controverse il y a à peu près 20 ans. C'est relativement éliminé, ça, maintenant. Les radio-oncologues sont capables de contrôler le rayonnement puis le donner. La seule chose, par contre, quand eux vont commencer leur traitement de radiothérapie, l'expansion doit être terminée. Parce qu'après ça, ça va changer. Si je continue à faire de l'expansion au moment qu'ils vont faire la radiothérapie, là, on va changer la game. C'est là que ça peut être dangereux. Fait on est toujours en course avec la radiothérapie. On se parle régulièrement, puis on expand, puis nous autres, on va aller vite des fois, puis des fois, ça va pas assez vite. Donc, on le transfère à notre collègue pour la gonfler rapidement, parce que les autres, ils ont des deadlines à rencontrer en radiothérapie. Puis une fois que le traitement de radiothérapie est terminé, je ne peux plus la gonfler. Je ne peux plus bouger. Vous dites qu'une fois que le traitement de radiothérapie a été fait, vous ne pouvez plus? Je ne peux plus la regonfler. Je ne peux pas, pendant que son traitement de radiothérapie, poursuivre mon expansion. Est-ce qu'on peut la poursuivre après l'expansion ou ça vient un peu de... Non, je pourrais. On pourrait, mais là, c'est une discussion avec mon patient parce qu'on commence à... C'est techniquement plus risqué. Oui, c'est ça. Okay. Mais il n'y a rien d'impossible. Ça m'est déjà arrivé, mais ça dépend des tissus, etc. OK. Mais au point de vue sécurité, c'est sécure. Ça, c'est prouvé, c'est réglé maintenant. Parfait. Merci, Dr. Guertin. Vouliez-vous rajouter quelque chose, mais qui est une patiente partenaire à l'espace partenaire? Est-ce que la décision ou la discussion est affectée par le volume du sein ou pas? La radiothérapie? Non, pour votre question, est-ce qu'il y a un lien qui avantagerait ou désavantagerait la grosseur du sein? Non. Non. Nous autres, que ce soit un petit sein ou un gros sein, n'importe quoi. Ça me prend juste un peu plus de temps à arriver au même résultat, mais ça change. Merci beaucoup, May. Je vais poser une question des personnes qui nous suivent virtuellement. Elle s'adresse à Dr. Tremblay-Champagne. Est-ce qu'on pourrait avoir du lymphédème plusieurs années après la mastectomie? Parce que les images que vous nous avez montrées tantôt, est-ce que c'est pas mal des effets secondaires immédiats après la mastectomie ou c'est quelque chose qui peut se développer avec les années? Oui, c'est une bonne question. Je vous dirais que quand je questionne les patientes, habituellement, le lymphédème s'est développé, je vous dirais pas mal dans les 2 premières années, là, suite à la chirurgie ou suite à la radiothérapie. Même souvent, c'est un peu plus rapide. Mais au début, ça veut pas dire que le bras devient tout d'un coup super gros en quelques mois, là. Des fois, c'est juste des symptômes subtils. 3 mois après la radiothérapie, je sentais que mon bras était comme un peu plus lourd, j'étais pas bien, j'avais de la misère à tenir des choses, j'étais un peu plus engourdie. Fait que des fois, c'est juste des symptômes un peu inexplicables. Là, tranquillement, l'œdème s'installe. Donc, on a peur des patients qui ont un lymphédème depuis 15-20 ans, des fois. Là. Donc, remonter en arrière, ça devient difficile. Mais je vous dirais que la chronologie habituelle que je vois, c'est en dedans d'une année ou 2 suite à la chirurgie de la radiothérapie. Mais rien n'est impossible. Je ne peux pas vous dire que c'est impossible de développer un lymphédème quelques années plus tard parce que, dans le fond, la chirurgie a affaibli votre système lymphatique. Donc, vous devenez plus à risque de le développer. Donc, je ne sais pas si 10 ans plus tard, il vous arrive quelque chose qui fait débarquer un peu les capacités de votre système. Peut-être que ça peut arriver.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Et après, si on n'a pas d'autres questions dans la salle, moi, du côté virtuel, on a pas mal passé à travers les questions. On va peut-être boucler la boucle, mais gênez-vous pas là, s'il y a encore quelques petites questions. Sinon, puisqu'on est en présentiel, c'est sûr que vous avez un petit privilège d'avoir accès à ces spécialistes. Alors, ma question est peut-être administrative à vos yeux, les spécialistes, mais pour moi, c'est plutôt émotivement que ça vient me chercher. Je suis en attente d'une double mastectomie préventive à cause du syndrome de l'Ifroménie. Je le sais déjà depuis plusieurs mois. On m'avait dit qu'en dedans de 3 mois, on devait répondre à des normes pour les céduler voyons, moi, tu le dire, pour céduler les opérations, les chirurgies. Mais à date, j'ai pas eu de nouvelles. On doit m'enlever les ovaires aussi. Donc, c'est quoi, selon vous, l'ordre normal dans ces cas-là, alors que j'ai déjà aussi une leucémie chronique, ce qui m'inquiète beaucoup et qui m'interpelle à un autre niveau qu'administratif. On va être bien à jour. Bien à jour dans ça, là. Notre système a des grands aléas. On a des problèmes. Mais quand vous avez un cancer, quand quelqu'un a mis un mot dessus, vous allez passer. Je peux vous dire qu'il y a du monde qui ça roule par en dessous. Les petits canards, là, les pattes, ils roulent par en dessous. Peut-être une situation particulière dans votre cas, mais si l'oncologue a dit qu'il fallait que ça soit fait en dedans de 3 mois, vous êtes sur le point d'être fait. Il y a peut-être une complexité à votre affaire. Il y a peut-être plusieurs spécialistes à réunir. Ça peut être difficile. Mais on a des infirmières pivots qui vont faire ça. Quand le délai commence à être trop long, on va vous switcher chirurgie. C'est plate, parce que vous avez développé par exemple, vous avez vu Marie-Pascale, mais on n'est pas capable de la libérer avec le chirurgien oncologue, mais on va vous faire quelqu'un d'autre. Parce que la chose la plus importante, c'est on va développer une autre relation. Puis si vous êtes bien avec elle, on va vous faire, on va voir. Mais assurez-vous, lancez la programmation opératoire, c'est ceux qui sont en train de travailler pour tout ça. Assurez-vous. Je ne peux pas oublier. Prenez un petit coup de téléphone des fois. Merci beaucoup. Oui, on a une dernière question. Alors, un petit peu ici de gymnastique pour se rendre au... Merci. La question va plus s'adresser aux chirurgiens. Tout à l'heure, vous parliez que c'était possible, en fait, pour améliorer les contours, d'injecter du gras. Comment ça fonctionne? Juste pourriez-vous m'en dire plus? Est-ce que c'est en lien ou est-ce qu'on fait comme une liposuction puis qu'on réinjecte? C'est quelque chose qui... Ben, je suis un peu curieuse de savoir. C'est une évolution. C'est un petit peu plus complexe qu'une liposuction. Ce qu'on essaie de préserver, c'est qu'on va prendre, il y a toute une théorie derrière tout ça, mais simplement, c'est qu'on pense qu'on va prendre des cellules, on pense que les cellules graisseuses vivantes auraient des propriétés de régression pour améliorer la qualité. Il y aurait des cellules qui amélioreraient la qualité de votre peau, l'angiogénèse de votre peau. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. C'est différent de la liposuction où le gouvernement ne paiera pas pour vous faire un traitement esthétique pour vous enlever du gras. Bien sûr. Mais nous, ce qu'on va aller prélever d'une façon particulière, de façon beaucoup plus précise qu'une liposuction, on va aller préserver certaines cellules de graisse qu'on va préparer et qu'on va vous réinjecter dans votre corps. Et ça fait de très belles différences. Il y a beaucoup de papiers qui ont été écrits sur les traitements avec la radiothérapie où on améliore la qualité de la peau, la souplesse de la peau. Ça joue dans les capsules. C'est vraiment pour nous la nouvelle panacée là, dans les traitements. Il y a 10 ans, je l'offrais parce que c'était les balbutiements d'affaires, mais là, mes patientes, je le pousse de façon régulière. Ce n'est pas des chirurgies extrêmement douloureuses. C'est souvent maintenant, pour nous, ça devient un supplément à ma chirurgie. Je trouve que j'ai une petite cavité, je ne suis pas capable de la corriger, je vais aller faire des lipo-infiltrations. Les petites affaires, ça peut se faire sous local. Des grosses lipo-infiltrations, on peut les faire sous génétique. Ce n'est pas magique. Ça peut prendre 2, 3 traitements quand même, mais ça améliore de façon significative les patients. Je pense que Linda, vous avez une sous-question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites si la patiente n'a pas assez de tissu graisseux? C'est un traitement de poutine. Mais vous seriez surpris comment je peux en trouver. Non, je ne peux pas faire ça. Hey, je suis un honneur, moi.
Alors, ça clôt cette. On a une dernière question. C'est vraiment notre dernière. Ça vous va? Merci. C'est beaucoup plus un commentaire qu'une question, en fait. Ben déjà, premièrement, je veux vous remercier pour la soirée de ce soir. C'est énorme, énorme. L'information qu'on reçoit, là. Bravo à tout le monde, là. Moi, je me suis fait opérer il y a 1 mois, la reconstruction. Puis il n'y a aucune de ces informations-là que j'ai eues avant ce que j'ai vécu, et aucune aide psychologique non plus. Fait que je suis un petit peu émotive, là. C'est pour ça que ça me touche beaucoup ce qui se passe ce soir. Puis j'aimerais vraiment aussi dire de mettre l'accent pour s'assurer que cette information-là soit transférée aux patients. C'est important, il n'y a pas assez de discussion entre le corps médical et les patients pour que l'ensemble des informations nécessaires pour prendre la décision qui nous revient personnellement en connaissance de cause. Il n'y a pas assez d'informations parce qu'une soirée par année comme ça, c'est pas suffisant. Il y a trop de cas dans une année. Donc, il faudrait trouver un moyen, je ne sais pas où, comment, mais pour que l'information soit diffusée à plus grande échelle, pour qu'on puisse savoir vraiment quelle décision on prend, pourquoi, en étant vraiment confiant de la décision. Parce que jusqu'à présent, j'ai encore des questionnements, j'ai des réponses que je reçois ce soir. Alors, sinon, donc ça fait 1 mois. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des questions sur comment on se sent après 1 mois, vous viendrez me voir après. Mais merci tout le monde pour les infos. Ça fait du bien. Oui, allez, je vais juste rebondir sur ça parce que c'est pourquoi on est ici à l'Espace Partenaire. Il faut se faire connaître aussi de nos spécialistes, mais on est là pour vous pour ça, justement. On a passé à travers cette trajectoire-là, puis on s'est posé plein de questions, puis on cherchait les endroits où on pouvait avoir de l'aide, partager avec d'autres personnes. Il y a tellement d'aide pour vous, des gens qui sont dédiés pour nous aider. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on est là à l'Espace Partenaire. Donc, on va avoir nos coordonnées et tout ça, hein. Puis, les informations de l'année passée, c'est sur la chaîne YouTube. On a une chaîne aussi d'Espace Partenaire pour que ces informations-là, ça soit disponible à tous les patientes. Puis, il y a plein de choses, hein, Marie-Pierre, qu'on met sur notre liste de lecture de YouTube et de dire aux patientes de retourner, d'aller voir, de s'informer et d'aller vraiment partager. Puis, on est là à l'Espace Partenaire pour vous guider là-dessus. Linda, vas-y. Oui, pour conclure avec les services qu'on offre à l'Espace Partenaire, j'ai oublié de mentionner lors de la présentation, pour celles qui hésitent à la chirurgie, à la reconstruction. Comme moi, je n'avais pas d'hésitation, mais c'est normal d'hésiter. Et qu'on se demande si ce processus-là est normal et est-ce qu'on s'aide ou on se nuit. Il y a différentes collègues qui ont différents vécus dans l'Espace Partenaire, mais une de mes collègues, Marie, qui est là derrière, j'avais oublié de mentionner qu'elle est ouverte à s'il y a des gens qui sont dans l'hésitation, qui se posent des questions, bien, elle est disponible pour vous écouter et vous entendre. Et puis, des fois, ça peut aider de cheminer ensemble, cheminer avec quelqu'un d'autre. Donc, merci Marie. Elle a répondu à votre question. Ah, fantastique. Alors, ça termine sur une belle touche parce que ça fait partie de la trajectoire de soins aussi, tout le soutien psychosocial, le soutien psychologique, c'est aussi important qu'un traitement physique, le traitement de notre santé mentale. Donc, ça finit sur cette touche pour cette 2e édition de cette soirée de sensibilisation et d'information à la reconstruction mammaire, soit à la suite d'un cancer du sein ou encore à la suite d'une mastectomie préventive. Je vais prendre la peine de nommer chacun des invités qui est avec nous ce soir, puis là-dessus, on va vous souhaiter une excellente soirée. Donc, l'instigatrice de cette soirée, Dr. Marie-Pascale Tremblay-Champagne. Elle est chirurgienne plasticienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Vous avez Linda Landry, qui est patiente partenaire à l'Espace Partenaire en cancérologie. Vous avez Sandy Oberoy, également patiente partenaire et chargée de projet de l'Espace Partenaire en cancérologie. Une dame, petit clin d'œil, avec qui j'ai la chance de collaborer au quotidien dans le cadre de mes fonctions au CIUS. Je suis en communication et on travaille beaucoup ensemble, donc c'est un bonheur de travailler avec Sandy.
Vous avez Dr. Charles Guertin, qui est également chirurgien plasticien au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Dr. Sophie Collin, qui est anesthésiologiste. Est-ce qu'on dit anesthésiologiste ou anesthésiste? Alors, anesthésiologiste, ben on va le dire. C'est bien correct, au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et enfin, Alexandra Roy, qui est entre autres tatoueuse professionnelle paramédicale pour l'Aréole 3D. Merci à tout le monde qui ont été avec nous. Oh, c'était une belle soirée. Yeah. Et merci à la maison et certainement à l'année prochaine.